Salut les gars, ici votre boy Charles DB, de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs. Nouvel épisode, nouveau rêveur, forcément, mais avant de commencer, on n'oublie pas les bonnes manières. On s'abonne, on like, petite cloche de notification pour ne rater aucun épisode avec moi-même et chaque invité. C'est bon, vous l'avez fait, on lance le générique. Parti. 30, hey, hey, nigga, let's bet it, this shit on the floor. I'm having credit when I'm in the stores. I got more money than I had before. She gon' do everything for that Dior. I ran it up and I'm running this shit. I remember jugging and running this shit. Watch how you hold it, this one in the head. Stay with it, can't be running this shit. Bad bitch asking for money and shit. Hey, but that's not my baba. Rich bitch do tricks like Tada. If it smoke, get burned like gravel. They ain't flexing, I ain't heard nothing about them. Niggas is still in the jam, we do what we want and they do. Comme je vous disais, nouvel invité, nouveau rêveur forcément. Et aujourd'hui, je suis enchanté de recevoir l'invité que j'ai en face de moi. En vrai, il a tellement de casquettes que l'épisode, il pourrait être sponsorisé par New Era. Et en plus, il en a une aujourd'hui. Voilà. Monsieur Alexis Honestas, à la tête de la holding au maximum, C'est ça. qui fait du marketing digital, de l'événementiel, de l'édition, de la promotion. Et je pense que j'en oublie. Ouais, t'en oublies, mais c'est pas Du grave. business et tout. Et t'es là pour en parler. Voilà. Justement, franchement, je suis enchanté de te recevoir dans le Merci podcast. beaucoup pour l'invitation. C'est Merci cool. à toi d'avoir accepté. Moi, j'aime toujours commencer sur une anecdote sur comment j'ai connu l'invité, tu vois. Ok. Pour montrer déjà à mon invité que je n'ai pas invité par hasard. Ah ouais, ok, intéressant. Et en regardant ton contenu sur Instagram, Ok. tu vois, c'est Flexta qui partageait beaucoup ce que tu faisais. Mhm. Tu sais, je regardais et ça m'intéressait énormément, tu vois, dans tes prises de parole, dans tes prises de position. Ouais. Je me retrouvais un peu en toi. Pourquoi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais j'aimais bien ta façon d'interagir, ce que tu dégageais, surtout. Ok. Donc, je me suis intéressé à ce que tu faisais. J'ai regardé ton TED Talk, qui, moi, m'a beaucoup percuté. Ok. Ah, je n'ai pas encore communiqué dessus à l'heure où on fait l'interview, là, mais c'est Ok, cool, bah, c'est cool si t'as déjà regardé. Franchement, j'ai regardé et Ok. ça m'a move de fou. Tu vois, Ok, genre, bah écoute, merci. j'ai c'était trouvé vraiment pertinent et intéressant, et on va y venir sur Ok. comment tu as préparé ça, etc. Le rapport au refus, moi j'ai trouvé ça hyper stylé, franchement. Et comment tu t'es senti, tu vois? C'était à Aix, c'est ça? C'était à Aix-Marseille, ouais, Ouais. et c'était totalement. C'est la seule journée, ça fait peut-être, je sais pas combien de temps que j'ai un téléphone, Ouais. mais c'était la première journée de ma vie où j'ai carrément éteint mon téléphone Ok. toute la journée pour vraiment me détacher de tout ce qui pouvait arriver à l'extérieur et me focus sur cet événement-là. Stressé un Vraiment, petit je peu ou même pas? Stressé, incroyablement stressé. Ah ouais? Et c'était encore pire qu'incroyablement stressé parce que je me suis carrément pas rendu compte à quel point j'étais stressé. Et le lendemain, je n'ai rien pu faire. C'est-à-dire le lendemain, je me suis levé, j'ai quitté mon hôtel et je suis resté à Marseille une journée à chiller. Ouais, histoire de laisser redescendre. Ouais, voilà. Et ça, je m'étais pas rendu compte à quel point j'étais Ok. dans cet état de stress et de trucs parce qu'en fait, c'est un travail de 6 mois qui s'est achevé, tu vois, un peu Pourquoi plus même. 10 minutes à peu près? Pour 15 minutes, ouais. Ouais. Et, mais en fait, un jour, on t'appelle, pour t'expliquer un peu le process, un jour, on t'appelle et on te dit, voilà, on adore ce que tu fais, ce que tu dégages, ce que tu exprimes et tout. Mhm. Et donc, on est l'équipe de TEDx. Et en fait, en gros, on voudrait que tu participes. Et la première réflexion que tu as à avoir, c'est s'il restait 15 minutes au monde, Ok. ou toi, s'il te restait 15 minutes à vivre, qu'est-ce que tu voudrais laisser au monde, en fait? Ok. Et c'est eux qui te disent ça comme voilà. ça? Et allez, on se rappelle, tu réfléchis, on se rappelle. Et tu vois. Ok. Et toi, c'est- t'es là avec tes pensées en mode. Ouais, tu vois, et puis ça te met une vraie pression parce que TEDx, c'est quand même la plus grande conférence du monde. Au moment où moi, je l'ai fait avec mes partenaires de la soirée, il y avait, je crois, une dizaine d'autres conférences dans le monde. Ouais. Et c'est comme ça tous les soirs. Ok. Tu vois, il y a entre 5 et 10 conférences tous les soirs quelque part dans le monde. Et tu te dis, waouh, tu participes à quelque chose, une chaîne qui est totalement incroyable, quoi. Tu vois. Et surtout, moi, j'avais pas envie, comment dire, j'avais envie vraiment de bien le faire. Ouais. Sans montage, sans ceci, cela. J'avais vraiment envie de le faire en one shot. Bah, Et je ça me s'est suis senti, mis, tu vois. voilà, et je me suis mis vraiment beaucoup de pression. Ok. Ça s'est senti que tu l'as pris au sérieux. Ah non, mais vraiment. Tu vois, même dans Ah ta ouais. posture, comment tu t'adresses, etc. Ouais, ouais. On sent que tu as bien travaillé. Ce que tu disais et tout, c'est Ouais. sharp dans les Exactement. idées, tu vois, c'est clair, c'est droit au but. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Tu sais, j'en regarde pas beaucoup en français. Mhm. J'ai regardé le tien, parce que tu vois, pour préparer Ouais, l'épisode, bien sûr, etc. Et celui de Sally. Ouais, bien sûr. ok, Celui de Sally que yes. j'ai beaucoup aimé Yes, aussi, tu vois. ok. Et il faudrait que je lui demande un jour à elle comment elle a préparé son Ouais. intervention aussi. Et franchement, j'ai trouvé ça lourd. Dans l'idée, il y a celui de Mathéos aussi qui est pas mal, Ok. comment dire, l'associé historique de Soprano, Ok. avec qui il a monté donc tout son business, son Lipro, etc.
où il raconte vraiment une vraie aventure de potes qui s'est finie par être une aventure entrepreneuriale incroyable. Ouais. Il y en a pas mal en français comme ça qui sont vraiment, vraiment stylés. Ok. Et je te conseille d'aller le voir, il est pas Mais mal. tu vois, là, ça va m'ouvrir un champ Ouais, sur les vraiment. TED Talks en français. Ouais. J'étais pas habitué, mais pour commencer le podcast, voilà, pour Allons-y. connaître un homme, il faut connaître son contexte. Mhm. Alexis, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas et d'où tu viens un peu? Eh ben écoute, Alexis Onestas, originaire de Marie-Galante. Mes deux parents viennent de là-bas. Ok. J'ai grandi dans le 93 à Épinay-sur-Seine, une ville limitrophe de Saint-Denis, pour ceux qui voilà, pour situer un petit peu. Et pour faire court, hein, moi je résume toute ma vie à ça. Et à 8 ans, j'ai eu la chance de tomber sur, grâce à mes deux grands frères, Olivier et Tony, j'ai eu la chance de tomber. Enfin, ils m'ont mis devant la télé et ils m'ont dit regarde, ça c'est un clip de rap. Ok. En l'occurrence, c'était le clip d'NTM qui se tournait à Saint-Denis, donc à côté de chez moi. En plus. Et ce jour-là, ma vie a changé et je suis devenu en 3 minutes 30, le temps du clip, je suis devenu en fait Alexis Onestas et depuis j'ai évolué dans cette culture et j'ai à peu près tout fait, tout essayé avec plus ou moins de réussite, mais voilà ce qui me résume un petit peu Marie-Galante, Épinay et le hip-hop. Pour résumer un Là, petit c'est trop stylé ce que tu fais parce que c'est une transition parfaite Ok. pour la question que j'avais D'accord, après. ok. Moi, j'aime toujours demander aux gens qui sont de la culture Ouais. comment ils sont tombés dedans. Parce que moi, je sais comment je Ouais. suis tombé dedans. Ouais. Et le rapport avec ton frère, ça me fait rire parce que c'est exactement pareil pour moi. Mon frère, il monte le film Notorious, Ok, ouais. avec Notorious Big. Yes. Et je découvre un univers où, en fait, je prends une baffe. Ah ouais. Tu vois, je découvre l'acteur qui joue Puff de Ouais. base. Ouais. Donc, il n'est même pas le vrai Puff. Oui, Je me dis, mais- mais attends, mais le mec, il est trop stylé. Ouais. Il est là, il n'est pas chanteur, il n'est pas danseur, mais c'est lui qui danse plus que les autres, il chante C'est plus ça. que les autres. Il a les shiny suits et tout. Et j'ai trop kiffé. Et je voulais savoir, c'est quoi ton rapport à toi? Et tu as parlé de tout tester. Mhm. Qu'est-ce que tu as testé? Est-ce que c'est la danse? Ah, mais tu sais, que c'est moi, le rap? alors tu sais, là, l'époque a vraiment changé. Mais moi, en tout cas, la manière dont j'ai découvert le hip-hop et la manière dont j'ai grandi dans cette culture, il n'y avait pas de spectateurs. Ouais. Il n'y avait pas de fans, il n'y avait pas de followers, il n'y avait pas d'auditeurs. Il y Ouais. avait juste des personnes qui étaient de la culture et tu devais faire quelque chose. Même si c'était juste accompagner ton pote ou faire partie d'un groupe qui faisait quelque chose avec une star dans le groupe, mais en fait, tu étais obligé d'être acteur de ce mouvement-là. Exactement. Et donc, en fait, sincèrement, c'est ce qui m'a mené après à la presse. Mais moi, j'ai tout fait, c'est-à-dire que j'ai rappé. J'ai fait des premières parties de Bustaflex, de Pete Bacardi, j'ai fait des mixtapes, voilà. J'ai dansé, Ok. notamment avec Francis, paix à son âme, qui était un danseur dans le groupe Boogie Sai, qui était un groupe qui dansait notamment derrière MC Solar, etc. Donc, nous, on Ok. était la génération après, hein, on n'était pas danseurs ouais. professionnels, tu vois. Ensuite, j'ai tagué mon nom au max et tout l'univers au maximum, etc. Au max, c'était mon nom de tagger à la base, Ok, donc au va. MAX. Ok. Voilà. Et j'ai pas pu être DJ parce qu'il fallait un certain budget pour être DJ. Il fallait des Surtout à platines, l'époque, il fallait des j'imagine que- disques. Ah, c'était incroyable et j'avais juste pas d'oseille, donc c'était pas possible. Et voilà, j'ai essayé un peu tout. Et quand en fait quand j'ai essayé un peu tout et j'ai vu que tout me plaisait et que j'avais vraiment envie d'être pas forcément soit un rappeur, soit un danseur, ceci, cela, je me suis dit, en fait, je lisais beaucoup la presse et la presse me déplaisait, la presse de l'époque, parce que c'était un peu consensuel et en fait, tout le monde était cool, tout le monde était gentil, tout le monde était le meilleur rappeur et tout. Et donc, j'ai décidé de créer mon propre média, Ok. en l'occurrence un fanzine à l'époque. Donc, quand tu imagines un magazine, tu imagines un magazine en noir et blanc, agrafé à la main et que je distribuais gratuitement. Et ça s'appelait Au Maximum. Donc Ouais. voilà, et c'est comme ça que j'ai vraiment. Donc, quand je te dis, j'ai vraiment tout essayé, on a vraiment tout essayé. Ok. Voilà. Mais Et tu dans vois, ce magazine-là, excuse-moi, dans ce Vas-y. magazine-là, tu vois, je faisais les interviews, je prenais des photos, je faisais la mise en page, je le distribuais, enfin, tu vois, tout seul. donc, voilà, donc en fait, exactement. Donc en fait, quand je dis j'ai tout essayé, à l'époque, c'était vraiment do it yourself, fais ce que tu as à faire et on le fonce, quoi. ok. Là, j'ai deux questions tu vois, qui me viennent sûr. directement et tu vas voir, ça va être le fil rouge un peu du podcast. Ouais. Au départ, je me suis dit, pourquoi pas faire le refus, etc. Mais ça va être redondant avec Ouais, ce que pas toi, de tu as déjà fait. C'est vraiment créer à partir de la reconnaissance d'un besoin. Tu vois, quand tu crées ton fanzine, je pense que tu dis qu'il y a un besoin à ce niveau-là. Tu vois. Ouais. Peut-être pas dans une démarche forcément entrepreneuriale de base, parce que tu étais très jeune, je crois, Ouais, que j'avais t'avais 16 ans. Ouais. 16-17 ans. Mais juste par passion, tu te dis, mais attends, comment ça se fait que ça, nous, on n'a pas? En fait, ça rejoint un peu justement ce dont on a parlé, ce dont j'ai parlé sur le TEDx. C'est qu'en fait, je suis quelqu'un, je pense, je me suis toujours beaucoup écouté moi-même, tu vois. Et j'ai toujours lancé des projets par rapport à ce dont, même pas un besoin extérieur, Ouais. parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire au final, Ouais. mais donc j'ai pas vraiment cette oreille un peu glissée partout, tu vois, où je sais que les gens ont besoin de ceci, ont besoin de cela.
mais j'ai toujours écouté ce dont moi j'avais besoin. Ouais. Tu vois, j'ai lancé, on y reviendra peut-être, mais j'ai eu une longue période dans l'événementiel. Oh, vas-y, bien. Et en fait, la soirée qu'on a créée, c'était la soirée que moi je voulais en fait. C'était pas la soirée, j'allais déjà en soirée, j'avais plein de soirées vraiment cool autour de moi, mais j'ai eu vraiment moi besoin d'une soirée et donc je l'ai créée avec mon associé. Ouais. Et là aujourd'hui, tu vois, je fais des bouquins. J'ai eu besoin de ces bouquins-là, donc je les ai créés, tu vois. Et c'est toujours ça en fait, c'est toujours ce besoin personnel qui est après partagé à d'autres, mais juste, et c'est comme ça que moi j'ai connu la culture hip-hop. Ouais. C'est fais ce qui te représente toi. Et moi, je viens d'une époque, tu vois, où il y avait énormément de personnalités dans l'hip-hop qui étaient des personnalités majeures, mais ils étaient tous différents. Ouais. DMX, c'était pas Jay-Z. Jay-Z n'était pas Big Daddy Kane. Biggie n'était pas Jay-Z. Et même du côté de la West Coast, Snoop Dogg n'était pas... Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et en fait, même quand les mecs venaient, entre guillemets, parce que c'est énorme, mais du même coin... Bah, tu vois, quand tu regardes Outkast, tu vois, c'était différent de tout ce qui se faisait, tu vois. Yeah. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris la culture. Donc moi, je fais mon truc qui me ressemble. Ouais. Et puis après, s'il y a un maximum de personnes pour le partager, bah, allons-y, quoi. Ok. Là, la question qui me vient, c'est t'as tenté plein de trucs, tu vois, Ouais. comme tu l'as dit, de façon sérieuse ou même moins sérieuse quand tu étais plus jeune. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu le syndrome de l'imposteur? Ou tu étais tellement drivé par ta passion qu'au final, tu t'es jamais dit, bah non, je suis pas légitime de le faire. En fait, j'ai eu le syndrome de l'imposteur pas au niveau de la culture. Ouais. Parce que je respecte tellement cette culture que je n'ai jamais été un imposteur. Et que surtout, j'ai fait mes classes. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai commencé avec un fanzine. Au départ, j'ai interviewé les mecs de chez moi. Quand il a fallu interviewer la star de chez moi, en l'occurrence Bustaflex, qui vient d'Épinay sur scène aussi, j'ai été le voir. Il a accepté de faire mon interview. Il m'a dit que c'était une bonne interview. J'ai continué. Après, j'ai été voir Joey Star. Ensuite, j'ai été voir Cool Chain. Tu vois, les grandes chez moi. Après, j'ai été voir des mecs d'autres coins. Ouais. Ensuite, une fois que j'avais fait Paris, j'ai fait Marseille. Enfin, tu vois, je veux dire, au fur et à mesure, voilà, je fais mes classes. Donc, j'ai jamais été un imposteur à mon niveau à moi. Les soirées que j'ai pu faire, j'ai commencé à la Seine-Bastille, qui est un club de 500 personnes, et j'ai fini à l'Élysée-Montmartre. On a fait un Stade de France. Enfin, voilà, tu vois, c'est pas de souci. J'ai fait mes classes. Donc, non, le problème de l'imposteur, il vient de ce pays, en fait. Il vient de ce pays où tu te poses toujours la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la reconnaissance de ce pays, parce qu'en fait, tu fais des trucs qui sont incroyables, et tellement ce pays ne te reconnaît pas et ne te donne pas ton dû, au final, parce que c'est même pas une chance, enfin, c'est même pas une récompense, ce qu'on demande, c'est juste un dû, et au final, tu l'as pas. Donc, tu te poses toujours la question en te disant, mais comment ça se fait que lui fait moitié moins et à ça, et moi, j'ai fait tout ça et j'ai pas truc. Et au final, ben, quand tu t'ouvres au voyage, tu te rends compte qu'en fait, qu'en fait, ton dû il est peut-être ailleurs, c'est tout simplement. Là, ce que tu dis, c'est hyper cool. Je vais te parler d'une expérience à moi que j'ai vécue. Je reviens des États-Unis en 2019 après un petit séjour d'études à New York. Donc, claque, de ouf. Franchement, je passe 3 mois sur un campus, énervé. Je vis une vie, franchement. Je pense qu'il faudrait faire un Patreon, tu vois, pour que j'en parle en toute liberté, parce que là, on est sur YouTube et tout, il y a des trucs que je ne peux pas dire. Je reviens, je cherche un stage, tu vois, et moi, je suis à fond dans le basket à l'époque, donc je démarche des agences de basket, tu vois, je voulais lier ça au business et tout. Je ne vais pas citer le nom de l'agence parce que ça ne sert à rien. Je tombe sur un gars, il me dit, j'envoie un premier mail. Il me répond. Déjà, il me répond, bonne chose, tu vois. Ouais, il n'y a pas trop de postes ouverts pour l'instant, mais vas-y, tiens, on a cette offre-là, postule sur le site et on ne sait jamais. Bien évidemment, je postule, je ne suis pas pris. Je le prends pas mal, tu vois. Je me dis, au final, c'est peut-être pas ma chance. Je tente ma chance du côté des États-Unis, du Canada notamment. Je tombe sur un gars qui s'appelle Randy Osé, qui est à la tête aujourd'hui de Athlete Tech Summit et qui était l'agent d'Anthony Bennett à l'époque. Fred VanVleet quand ils sont champions avec les Raptors en 2019, Rosé Management, plein de joueurs NBA. Je lui écris. Et ce gars-là, tu sais ce qu'il fait? Il me répond. Il me dit, j'ai pas de poste pour toi, mais si tu veux, dans la semaine, on se fait un Teams. Pendant 1 heure, on discute. Tu me dis qui t'es et tu me dis ce que tu veux faire et moi, je vais te donner un peu mes retours sur expérience. Ouais, mais... Et le gars, il a pris 1 heure, agent de Fred VanVleet et tout, qui venait signer une prolongation de fou. Il a pris 1 heure et il m'a parlé de comment il a organisé le All-Star Game 2016, je crois, à Toronto, comment il a fait venir des partenaires. Parce que c'était lui un peu le plug à ce moment-là, tu vois. Quand il y a des All-Star Games dans les villes, tu as souvent des gars qui sont là pour organiser les fêtes, etc. Et tout. Il me parle de tout ça en toute transparence.
Il me parle de comment il a fait pour qu'Anthony Bennett soit numéro 1 de la draft. Il était agent de Tristan Thompson aussi, qui est drafté 4e à ce moment-là. Il me dit que Tristan Thompson, c'est un mec formidable, alors qu'on le connaît, tu sais, pour ses scandales avec les Kardashians et tout, qui fait son lit tous les matins. Il prend vraiment du temps. Et aujourd'hui, on a toujours une relation, tu vois, lui et moi. Ouais. Et ça me choque, en fait. Bah ouais, mais tu sais, c'est moi des histoires comme ça, notamment avec les auteurs, tu vois, j'en ai 75 000 quand je te dis un truc simple, tu vois, lorsque j'ai sorti le livre de 50, il était prêt en mars 2023, le bouquin. Et de mars 2023 à octobre 2023, quand il est venu faire ses concerts à Paris, j'ai cherché un plug francophone pour échanger avec lui, tu vois, pour le rencontrer, pour lui offrir son bouquin en main propre, et tout, etc. Logique. Et au final, il a fallu que j'aille à Strasbourg seul. Donc, bien sûr, pendant 6 mois, les réponses étaient floues, les gens ne me répondaient pas, ou me répondaient peut-être que, machin, etc. J'ai pris mon billet, j'ai été à Strasbourg pour sa première date. Et c'est des Américains qui vendaient du merch qui m'ont fait la passe pour rencontrer 50. Parce qu'en fait, ils ont vu que j'étais sérieux, que j'avais mon bouquin, que voilà, que j'étais juste un collègue à eux au final, parce qu'on bosse tous pour lui, hein, d'une certaine manière, on est tous ses collaborateurs. Et donc, ils m'ont dit, ouais, mais en fait, t'es l'éditeur français, tiens, vas-y, quoi. Va en loge, va le voir, donne-lui son bouquin, il n'y a rien de particulier. Mais ça, c'est l'esprit, entre guillemets, anglo-saxon, qui fait qu'une fois que tu as fait ton travail, tu n'as pas besoin de ressouffrir encore. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une passe qu'ils m'ont fait. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont demandé, ouais, je voudrais le rencontrer. Et ils ont dit non, parce qu'en fait, tu n'as pas travaillé pour le rencontrer. Tu es juste un fan, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais toi, en fait, tu bosses avec nous. Donc, en fait, il n'y a pas de raison pour qu'on te cut. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat et on pourrait faire un podcast entier sur, mais c'est hyper intéressant sur ce que tu dis, mentalité parce FR que et mentalité US, quoi. ce qu'ils ont vu, en fait, c'est un mec qui veut bosser. Ouais, mais Comme voilà, t'as dit, ils n'ont pas vu exactement. un fan. Ils ont vu un gars qui veut bosser. Et j'ai l'impression que c'est ce qui m'arrive aussi. Il a juste vu un jeune qui veut bosser. Exactement. Il n'avait pas de taf pour moi, mais il m'a dit fais ça, et peut-être que tu feras autre chose, tu vois. Et jusqu'aujourd'hui, c'est un gars avec qui je suis en contact, tu vois, il s'est marié et tout, il m'envoie des invitations à tous ses summits. Et voilà. Mais je voulais te demander, c'est qui, toi, tes modèles? Oh là là, moi, c'est simple, ça. Il y en a 3. Ok. Non, déjà, il y en a 4. Parce que le premier, c'est ma mère, déjà, de base. Mes parents, d'ailleurs. Voilà, mes parents, mon père et ma mère. Et parce que, parenthèse, hein, c'est pas juste sentimental et familial. C'est que il y a un truc aujourd'hui, à 40 ans, que je me rends compte que, en fait, c'est des personnes, et peu importe d'où tu viens, que ça soit l'Afrique, l'Asie, les Antilles, le Maghreb, peu importe, tu vois, d'où tu viens, on est quand même, nous, une génération, la génération de parents qui ont immigré ici, un peu de, je sais pas si on dit lâche ou feignant, ou voilà, mais en tout cas, on est quand même une génération super privilégiée, parce qu'on a quand même eu des parents qui, sans Internet, ont débarqué dans un pays et ont construit une vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que quand on parle de modèle, je cite tout de suite mes parents, parce que tu vois, alors eux avaient la chance, en tant qu'Antillais, chance avec tout ce que ça comporte historiquement, ne me prenez pas mal, mais vous avez compris, par rapport à d'autres, d'arriver avec des papiers, avec une condition franco-française, voilà, donc qui a facilité pas mal de choses par rapport à d'autres. C'est là donc je parle de chance. Ouais, au niveau administratif, surtout. Voilà, exactement, tu vois, voilà. Mais voilà, arriver, grandir à Marie-Galante, grandir aux Antilles, arriver dans un pays que tu connais pas, sans avoir eu la possibilité de réserver un Airbnb, de faire des locations de 6 mois et d'avoir ton billet. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'était totalement fou, en fait, ce qu'ils ont fait, tu vois. C'est presque voyage en terre inconnue. Voilà, tu vois, exactement. Donc, voilà, donc déjà, grand respect à tous les parents, à tous nos parents qui ont fait ce move-là. Et ça marche aussi même pour les franco-français qui venaient de Bordeaux, de Marseille et qui sont arrivés à Paris. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce move-là. J'ai trouvé que ce move de migration est quelque chose qu'on ne parle pas assez. Donc, déjà, voilà mes modèles. Et puis après, des modèles spécifiquement professionnels, j'en ai 3 qui sont en fait Damon Dash, le premier. Parce que c'est, je te raconte rapidement, mais je suis à cette époque journaliste et c'est ma seule vision des choses que j'ai d'un point de vue business. J'ai pas d'autre vision autre que celle-ci. Tu vois, je veux devenir journaliste ou en tout cas un homme de médias. Et on m'appelle un jour en me disant ouais, il y a un mec là à Paris, personne le connaît. Et il veut des interviews et on sait que tu es un peu fan de tout ce qui est Rocafella, tout ça, etc. Et est-ce que tu veux aller le voir? Je dis, mais attends, c'est quoi son nom? On me dit Damon Dash. Et moi, en fait, à l'époque, je suis déjà fan des gens derrière. Tu vois, des gens qui ne sont pas forcément connus par le grand public, mais tu vois, moi, je suis un mec, quand j'achète un disque, je regarde la cover, qui a produit, qui a fait ceci, qui a fait cela. Et Damon Dash est déjà un modèle
pour moi, tu vois, par rapport à tout ce qu'il a fait. Et donc, je fonce au Plaza Athénée. À l'époque, Ok. je ne sais même pas ce que c'est le Plaza Athénée. Tu vois, je ne traîne pas dans les quartiers à l'époque. J'ai 20 ans, Ouais. tu vois. J'arrive en short et t-shirt au Plaza Athénée. Tu vois, vraiment, c'était l'été et tout, machin. Le vigile il a dû te regarder. Ah, mais- j'arrive, je me dis, mais waouh, c'est un palace 5 étoiles, machin. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais là et tout? Donc, je suis super gêné parce que en fait, j'ai loupé un coche. Tu vois, voilà, j'ai loupé un coche et je sais que je vois tout le monde en costard, je vois tout le monde avec des vêtements de luxe et moi, je suis vraiment en short, Ouais, détente, t-shirt. quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et Sortez du RERC. je me dis, ouais, il y a un problème. Et à ce moment-là, je me dis, ouais, tu vois, on te donne une chance, t'es pas à ta place, tu gères mal ton truc. Tu vois, je me sens vraiment mal, tu vois. Et en fait, je vois Damon Dash arriver et il est habillé exactement comme moi. Ok. Il est habillé en short et t-shirt. Et il me dit, viens, mec, viens, on va dans la suite et tout. Et là, en fait, il me ramène dans. Ils avaient loué 2 suites qu'ils avaient ouvert et tout, donc ça donnait une sorte de grand espace. Et il me donne un sac au café là, Ouais. rempli de mixtapes. On est là, je buvais même pas à l'époque. Ils me servent de l'Armadelle, leur vodka Ouais, à ouais. l'époque et tout, Leur etc. alcool. Il me pose comme ça sur. J'étais avec mon pote Sindanou, big up à lui, Oh, tu Sindanou vois. Kasongo, big up. Exactement. J'avais appelé parce que je parlais pas un mot d'anglais à l'époque, donc je lui avais dit Sind, viens avec moi parce que là je vais m'afficher pour faire l'interview. Et on arrive là-bas et je me pose. Et en fait, ils nous posent devant des escaliers. Et dans l'escalier, en fait, il y avait un défilé de mode. Donc, tu as des gars et des femmes qui descendent, qui montent l'escalier, qui se changent et tout. Et ils nous font un défilé de mode juste pour nous. Et là, je me dis, OK, donc en fait, le gars, il est entrepreneur dans le hip-hop. Je sais qu'il fait de l'alcool, je sais qu'il fait de la musique, je sais qu'il fait des films, je sais qu'il fait des concerts, je sais qu'il fait des fringues et tout, etc. Et en fait, il me ressemble. Il est habillé comme moi. Et en fait, on est au Plaza Athénée, quoi. Ouais. Et on n'a pas à avoir honte de ce qu'on est, parce que lui, il a travaillé, il a créé une économie, et en fait, il est là comme il est, en fait. Ouais. Et ce mec-là m'a dit, clairement, dans cette interview-là, dans ce moment-là, il a changé ma vie parce qu'il m'a dit, en fait, travaille, et tu deviendras ce que tu veux, et tu pourras faire ce que tu veux, en fait. Et t'es pas obligé d'attendre que quelqu'un t'emploie pour être journaliste. T'es pas obligé d'attendre que quelqu'un te dise, tiens, t'as la permission de. Tu peux faire ce que tu as envie de faire. Et fast forward, des années plus tard, quand j'ai commencé à monter mes boîtes, etc., je suis à New York, je lui envoie un mail, je dis voilà, il faut qu'on se rencontre parce que j'ai quelque chose à dire et de précis et tout, etc. J'arrive à l'époque, il avait une galerie d'art en plein New York, et je vais le voir et je lui montre la photo Ouais. du jour que je viens de te raconter. Et il pète un câble parce qu'il me dit, et donc, t'es devenu quoi? Et donc, je lui raconte tout ce que j'ai fait entre-temps. Et il me prend une photo où il me tient comme ça, tu vois, vraiment. Ouais. Et il me dit, ouais, En mode fier. fier, quoi. Tu vois, il a changé la vie de quelqu'un, quoi, tu vois. Ouais. Et après, on s'est revus à Londres plusieurs fois. Enfin, voilà, maintenant, on a un lien comme ça où voilà, on s'est connectés. Le deuxième, c'est Steve Stout. Ok. Steve Stout, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, tu vois, qui a théorisé tout ça. Ouais. Damon Dash l'a vécu et l'a montré au monde. Steve Stout l'a théorisé de manière un peu plus académique. C'est-à-dire qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle The Tanning of America, qui est le premier bouquin que j'ai lu, moi, en anglais, du début à la fin, avec beaucoup de difficultés, parce que lire un bouquin en anglais, même si tu parles un peu anglais académique de l'école, tu vois, c'est quand même un autre taf. Mais c'est un bouquin qui est tellement incroyable et passionnant que je l'ai lu. Et ça a vraiment, d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné après envie de le lire d'autres bouquins en anglais, puis après m'a donné envie de lire, enfin de créer au Max Books. Et c'est vraiment quelqu'un qui a théorisé tout ça, qui a monté une agence de communication, qui fait justement le lien qui s'appelle Translation, donc qui traduit la culture aux grandes sociétés, aux sociétés industrielles. Et c'est quelqu'un, pour te raconter un peu l'anecdote aussi par rapport à lui, ce bouquin-là, je l'ai lu. Et je sais pas comment t'expliquer, mais je savais que j'allais échanger avec ce gars. Ok. Voilà, j'ai des certitudes comme ça dans ma vie. Et je savais. Et donc, ce bouquin-là, tu vois, tu m'as vu, là, je suis arrivé pour l'interview, j'avais un sac et tout. Et j'ai toujours un sac sur moi, tu vois. Ouais. Et ce bouquin-là, c'était en fait devenu une sorte de totem, de truc, tu vois. Et je prenais mes clés, mon portefeuille et ce bouquin. Et tout le temps, pendant 10 ans, j'ai eu ce bouquin sur moi. Les gens qui me connaissent peuvent te confirmer tout ça et tout. Ok. Je suis parti en Côte d'Ivoire, je suis parti en Chine, je suis parti Toujours au avec States, toi. toujours avec moi, tu vois, parce que je savais que j'allais le rencontrer. Et une fois, je suis à Cannes pour les Lions. Et il s'avère qu'il avait une conférence gratuite, donc qui n'était pas annoncée,
Parce qu'à Cannes, il y a des conférences à 4 000, 5 000 $, tu vois, que les gens payent, tu vois. Donc là, il y avait une conférence gratuite qui n'était pas annoncée. Et je vois un de ses collaborateurs et je lui dis, et donc on discute. Et il me dit, ouais, Steve va faire une conférence là, si ça te dit et tout, machin. Je lui dis, ah ok, donc, tiens, regarde, j'ai son bouquin sur moi. Et le mec pète un câble, il me dit, mais attends, il a écrit ce bouquin il y a 10 ans, 12 ans, ok. On n'avait pas annoncé la conférence, qu'est-ce que tu fais avec ce bouquin sur toi, quoi, tu vois. Et je lui dis, non, mais tu comprends pas, mec. Là, ce qui se passe là, ça fait 10 ans que j'attends ça. Je savais que ça allait arriver. Et il va voir Steve, il lui explique. J'avais filmé une vidéo où je lui expliquais ça et il montre à Steve. Et Steve me dit, mais amenez-moi ce gars-là, c'est incroyable. Il faut absolument que je le rencontre et que je comprenne ce qu'il fait et que je comprenne son mindset. Parce que pour faire ça, il faut quand même avoir une vision, quoi, tu vois. C'est clair. Et donc, je vais le voir. Je lui explique ce que je fais notamment avec Omax Books en ce moment. Et en fait, il pète un plomb parce qu'il se dit, OK, d'accord, vraiment, tu fais quelque chose de grand. Tu as une vision de ce que tu veux faire. Et en fait, ce que tu veux faire, oui, ça va fonctionner. Et il m'a donné aussi des clés comme ça. Et tu vois, et quand tes mentors te donnent ce genre de choses, et tu vois, par exemple, son livre s'appelle Tanning of America. Il a posté notre photo. Il a écrit Tanning of America. Il a barré America. Et il a mis Tanning of the Globe. Ok. Pour dire vraiment que le globe, tu vois, que ça soit aux États-Unis, en France, dans la francophonie, partout, etc., c'est son travail, en fait. Et le timing, au final, se répand partout, quoi, tu vois, quand il voit un truc-là. Donc, quand tu vis des trucs comme ça avec tes mentors, c'est totalement incroyable. Et puis, le troisième, pour finir, c'est Jay-Z. Et Sean Carter, et pas forcément pour, j'ai même pas besoin d'expliquer, pas forcément pour pour l'aspect musical, déjà de base, mais surtout parce qu'il nous a montré à tous qu'on pouvait... moi, ce que je retiens de Jay-Z, c'est qu'il nous a montré à tous qu'on pouvait vieillir avec son public, qu'on pouvait éviter de faire du jeunisme. 100%. Et tout mon parcours entrepreneurial est guidé par le sien, parce qu'il arrive toujours à créer de nouvelles choses, sans pour autant revenir sur ce qu'il faisait il y a 10, 15, 20, 30 ans, tu vois. Moi, il y a eu un âge où je pense que ma mission était de divertir mes proches. On a fait des soirées incroyables et que très peu de personnes, enfin de toute façon que personne, et j'ai pas honte de le dire, n'a pu refaire à notre niveau, etc. Parce qu'on a créé quelque chose de magique, tu vois, par rapport aux gens qui nous suivaient. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de plus posé, de plus dans la réflexion. J'ai une fille de 9 ans et les bouquins, ça me va. Tu vois ce que je veux dire, ça va avec mon truc. Comme demain, je pourrais peut-être me lancer dans l'audiovisuel, etc. Mais aujourd'hui, ça va avec la vie que tu as maintenant. Et ça, c'est vraiment Jay-Z, je trouve, qui a imposé ça à la culture hip-hop de manière générale. Les gars, vous n'êtes pas obligés de... C'est pas parce qu'il y a un jeune frais qui arrive avec, tu vois, le nouveau style et tout, etc. et que vous comprenez pas que vous êtes obligés de l'imiter, en fait. Non, les gars, vous pouvez juste, en fait, parler à votre public et votre public a besoin de vous encore. Et quand Jay-Z sort un album comme Fort Fort Fort, son dernier album, et ben au final... Moi, c'est un album dont j'ai besoin. Aujourd'hui, en tant qu'homme de 40 ans, j'ai besoin d'un mec qui m'explique, tu vois, comment il gère ses problèmes familiaux, comment il gère sa famille, comment il gère son business. Tu vois, dans l'album, il dit d'acheter des apparts. Enfin, tu vois, c'est ça qu'il nous faut, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Alors après, quand je veux délirer, eh ben, je vais écouter des sons plus jeunes et je vais faire le jeune, tu vois. Mais quand je serai en soirée, tu vois. Exactement. Voilà, mais quand je suis posé, j'ai besoin de Jay-Z. Et c'est surtout pour ça que vraiment ce mec est un mentor, parce que tu sais que dans 20 ans, si Dieu lui prête vie, tu sais que dans 20 ans, il aura écrit encore le blueprint des mecs, tu vois, de son âge. Et en fait, il nous guide, en fait. Tu vois, là, ce que tu dis, c'est dommage que ce ne soit pas traduit en anglais directement. J'aurais envoyé ça à Jim Jones. Pour qu'il comprenne qu'au bout d'un moment, il faut faire son âge. Mais exactement. Tu as dit plein de trucs hyper pertinents. Et moi, ce que je retiens, c'est ne pas se disqualifier soi-même. Tu vois, quand tu vas rencontrer Dame Dash, tu aurais pu faire demi-tour. Tu vois les mecs en costard, tout à fait. Tu doutes de ton niveau d'anglais, tu te dis, j'ai rien à faire là. Tu vois. Et moi, il y a deux choses dans lesquelles je crois vraiment, il n'y a pas une pièce où tu rentres où tu n'es pas censé être. Ça, c'est ma vision à moi des choses. Tu vois, dans le sens où si tu es là, c'est pour une raison. Tu vas apprendre, tu vas voir des choses. Ça se trouve, tu vas même ne pas aimer, tu vois. Mais ça va t'aider dans ton cheminement et dans ton process. Et la deuxième chose, c'est surtout ne pas se disqualifier soi-même. Les gens vont te dire non. S'ils doivent te dire non. Donc toi-même, tu ne peux pas te dire non à toi-même. Si j'ai lancé mon podcast, je ne peux pas me dire je connais personne, je vais galérer à ramener des invités, etc. et tout. Non. Mais pour justifier un peu tout ça, et ça, c'est un truc aussi qu'il faut rappeler, notamment à la nouvelle génération, c'est que pour justifier un peu tout ça,
Le travail. 100%. C'est totalement bête et méchant de dire ça, mais moi, j'ai souvent vu dans mon parcours des gens qui étaient, comme tu dis, dans une pièce et qui ne devaient pas être là à ce moment-là, Ouais, bien parce sûr. que justement, c'est pas une histoire qui ne devait pas être là, genre comme je choisis qui doit être là. Non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est qu'à un moment donné, je pense que moi, j'ai préféré rencontrer ces gens-là au moment où je les ai rencontrés, parce que j'aurais pas aimé rencontrer Steve Stout il y a 10 ou 20 ans, Ouais. parce que j'aurais pas pu, en fait, avoir les armes pour lui dire, tu vois pas ce que je veux dire. Ouais. Damon Dash était quelqu'un de beaucoup plus naturel, quelqu'un de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus street, de beaucoup plus terre à terre. Donc quand je l'ai rencontré, c'était parfait parce que il m'a conforté dans ce que j'étais à 20 ans. Ouais. Tu vois. Aujourd'hui, avec un peu de maturité, un peu de parcours, je préfère rencontrer. Tu vois, moi j'ai toujours dit, je voudrais pas rencontrer Jay-Z avant d'avoir vraiment un projet qui lui parle. C'est pour ça que tu vois, l'idée, c'est pas forcément d'être à la table de tous. L'idée, c'est d'être à la table aussi, mais le moment, tu choisis pas, mais quand même, il faut toujours travailler pour que ce soit le bon moment. Ah, 100%, Voilà. mais je suis aussi partisan du fait que c'est ton passé qui te permet d'être dans ton présent. Je suis d'accord. Le travail, en fait. Exactement. On, tu on vois. se rejoint. Et le travail, ça va te donner la confiance, en fait. Comme C'est tu as ça. dit, ça va te donner les armes. C'est ça. Et le jour où tu auras l'opportunité, en fait, tu seras prêt. Exactement. Parce qu'en amont, même si c'est pas forcément du travail hyper besogneux où tu es là à lire, machin et tout, juste te documenter, faire tes c'est ça, recherches, faire c'est tes ça. classes, C'est tu vois, ça. comme tu as parlé, c'est travailler. en fait. Et ne jamais travailler pour quelque chose. C'est pas parce que je savais que j'allais avoir Steve Stout que j'ai eu son bouquin. Non, j'ai décidé quelque chose et je l'ai mis en place. Tu vois ce que je veux dire? Il faut toujours rechercher des actualités, des informations, des news par rapport à ce que tu fais, du savoir, parce que justement, tu n'es jamais à l'abri de rencontrer des gens qui peuvent te faire une passe. Et si tu n'es pas prêt, c'est dommage, juste parce que tu n'as pas travaillé, en fait. Et tu risques de rater le coche Exactement. et t'en vouloir C'est ça. pendant longtemps. Moi, j'aimerais parler des. Tu as touché à plein de trucs. Mhm. À chaque fois, c'est des nouvelles difficultés. À Ouais. chaque fois, c'est des nouveaux refus. Ouais. C'est des nouvelles désillusions, des fois. Comment t'approches ça, justement? Tu vois, tu t'es lancé dans l'événementiel. Parlons de Ouais. l'événementiel. C'est très différent du fanzine. Mhm. C'est autre chose. C'est un truc, peut-être, que tu n'avais jamais travaillé dedans. Mhm. Comment tu te frottes à ces difficultés-là tout en arrivant à garder l'aspect entrepreneurial? C'est-à-dire, pas arriver à faire du profit, mais mener vraiment ton objectif à Ouais. bien. Bah, en fait, là où ma génération, je pense, a un avantage, c'est que nous, on n'avait pas encore les réseaux sociaux pour nous juger à l'époque où on s'est lancé. Et moi, j'ai vu énormément de plus jeunes qui ont la vingtaine, la trentaine aujourd'hui, lancer un projet, ne pas avoir tout de suite dans le trimestre de démarrage des likes, des clients, des trucs, ceci, cela, et abandonner en fait. Et nous, en fait, on n'a rien fait de révolutionnaire. On a juste travaillé à la hauteur de ce qu'on lançait. C'est-à-dire que quand je te parle, nous, avec Hip Hop Love Soul, on a fait l'Élysée-Montmartre, on a fait le Bataclan, on a fait la Machine du Moulin Rouge, on a fait le Mix, on a fait des soirées à New York, aux Antilles, en Allemagne, on a fait des concerts avec, dans toutes les salles de France, on a fait Bercy, on a fait Stade de France. Mais tout ça, on l'a fait, en fait, au bout de la chaîne. Ouais. Au départ, on a commencé, comme je t'ai dit, à la Seine-Bastille, dans des petits clubs, tu vois, de 500 personnes. Et quand on a compris ce process-là, et ben, au final, on est passé après à d'autres salles, etc., etc. Quand j'ai commencé mon agence de communication, j'étais seul. J'étais en auto-entreprise. Après toute mon activité d'événementiel, quand j'ai voulu lancer mon agence de communication au maximum, j'ai pas relancé une société tout de suite. Ouais. J'ai lancé une auto-entreprise, j'ai testé, j'ai regardé ce que je voulais faire. Quand j'ai vu que ça a commencé, j'ai lancé une entreprise, j'ai embauché quelqu'un, puis j'ai embauché 2 personnes. Et au bout d'un moment, j'ai eu des disques d'or, de platine, de diamant. Quand j'ai commencé à voir que j'avais vraiment tout le fait dans la musique rap, j'ai commencé à bosser dans l'afro-caribéen. Quand j'ai compris que je pouvais aussi bosser dans l'afro-caribéen, j'ai commencé à bosser dans la pop. Pour la pop, il a fallu créer une autre société, donc j'ai créé une autre société. Etc. Mais tu vois, tout ça, c'est fait au fur et à mesure. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que si au bout d'un mois, t'as pas 15 disques d'or et t'as pas fait le Stade de France, t'arrêtes en fait. Et c'est ça mon dilemme, c'est-à-dire que j'ai même pas de conseils à donner autre que commence. Et au début, ça va être pourri. Ton premier podcast, obligatoirement, il est moins bien que celui qu'on est en train d'enregistrer. Il est toujours sur tu les vois ce que je veux dire? Je l'ai pas enlevé. Mais bien sûr, mais il l'enlève jamais. Ouais. Parce que dans 10 ans, quand tu vas avoir une émission avec 15 assistants, avec un producteur, que tu vas le diffuser en télé, que tu vas le diffuser sur truc, etc., il faudra que tu te souviennes de là où tu es parti. 100%. Et c'est ça le dilemme, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que
cette volonté tout de suite de reconnaissance brise des projets parce qu'au début, c'est nul. Et c'est pas grave. Mais je pense que pour parler avec des gens de ma génération, tu Mhm. vois, qui veulent aussi se Ouais, lancer dans des projets, que ce soit sur les réseaux ou autre chose, comme tu as dit, les réseaux, c'est à la fois notre meilleur atout à nous Ouais. et un peu notre poison dans le sens où tu as beaucoup de gens qui ont peur qu'on les voit essayer. C'est ça le Ils problème. ont tellement peur qu'on les C'est voit ça le essayer que ça les met mal à l'aise, en fait. Ou pire, ils ont peur qu'on ne les voit pas essayer. Aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas grave. Mm. Moi, j'ai lancé une maison d'édition. Aujourd'hui, je travaille avec 50 Cent. On est en train de traduire d'autres bouquins de personnalités incroyables. J'ai commencé avec une personnalité qui s'appelle Issa Rae, qui est incroyable dans son domaine à elle. Mais le premier bouquin, la première impression d'Omax Books, c'est 500 bouquins. La première fois qu'on a lancé une commande, Ouais. c'est ces 500 bouquins. On les a vendus. Et puis après, on en a refait. Et puis, etc., etc. Aujourd'hui, quand on sort un bouquin, on en sort des milliers d'un coup parce qu'on sait, on a notre réseau de distribution, on bosse avec des partenaires, etc., etc. Mais au début, quand je sors au Max Book, ça aurait pu s'arrêter à 500 bouquins. J'aurais pu en vendre 100 et me dire waouh, ben, c'est un flop. Ouais. Et puis, c'est pas grave, j'arrête. Mais en tout cas, je l'aurais fait. Et je l'ai pas sorti tout de suite le bouquin d'Issa Rae en sortant 10 000. J'en ai sorti 500. Ouais. C'est rien, entre guillemets, dans le monde, tu vois, 500 livres. Et ben au final, ouais, bah, c'est ce qui a donné après l'aventure et c'est ce qui m'a fait vivre tout ce que j'ai vécu ensuite. Mais il faut savoir commencer petit et il faut savoir que quand j'ai lancé au Max Book, il n'y avait pas de followers, il n'y avait pas de ceci, il n'y avait pas de cela et c'est pas grave. Ouais. Tu vois, et ça, c'est un dilemme vraiment. Ouais, tu penses Des- que c'est générationnel ou Ah c'est- oui, 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 clairement. Parce que nous, en fait, on n'avait pas ça. Mm. Moi, quand j'ai fait au maximum le fanzine, Ouais. bah, en fait, c'était un fanzine pour mes potes. Mm. J'avais même pas idée d'aller. Tu sais, j'étais un mec du 93, j'avais même pas l'idée d'aller plus loin que. Ouais, qu'autour de chez toi. Ouais, il y avait une boutique à Saint-Denis qui s'appelait Night and Day, j'en ai déposé là. Moi, ça y est, j'avais fait mon. Tu sais, j'étais sorti de ma ville, j'étais dans une autre ville et des mecs de Saint-Denis pouvaient voir mon travail. Pour moi, ça y est, j'avais fait le tour du monde, tu vois ou pas ce que je veux dire. Et après, en fait, il s'est avéré que le truc s'est distribué à Paris, etc., etc. C'était cool. Mhm. Mais si on m'avait donné mon avis sur au maximum le premier fanzine en noir et blanc, alors qu'il y avait déjà des magazines en papier glacé avec des interviews de Quinry, etc. Si on m'avait donné mon avis sur des réseaux sociaux en me disant c'est pourri ton truc, peut-être que j'aurais abandonné. Même si tu n'aurais pas d'avis du tout. Tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je cherchais pas les avis parce qu'en fait, à l'époque, on pouvait pas en donner aussi facilement. Et c'est ça le problème, c'est qu'on attend trop après. Et il faut faire, faites vos trucs. Faites-le d'abord et après cherchez la notoriété, etc. 100%. C'est ça le, tu vois. Même d'un point de vue économique. sûr. Moi, quand j'ai lancé au maximum, je savais pas que j'allais pouvoir gagner de l'argent, vendre des pubs. J'avais pas ce truc-là en tête. Lorsqu'on a lancé Hip Hop Love Soul, à la fin, mon associé et moi, on se partageait des billets en cash en disant allez au mois prochain. On n'avait aucune économie, on n'avait même pas de société. Ouais. C'est après qu'on a lancé tout ça, tu vois. Mais comme tu dis, ça vient petit à petit. tu vois. Exactement, ça se construit en fait. La construction, ça c'est un paramètre que j'ai l'impression que la nouvelle génération ne prenne pas forcément en compte. 100%. Mhm. Question un peu off-topic, mais c'est pas Ouais. grave. C'était quoi la meilleure soirée pour toi dans ta mémoire? Parce qu'en plus, tu sais, quand tu es Ouais. promoteur, Ouais. tu vis pas la même soirée fait, que tout à les fait. gens qui sont dedans. Pour Tout toi, à c'était fait. quoi la meilleure soirée que vous avez faite? Moi, j'ai un souvenir particulier. En fait, il y a plusieurs. C'est pas forcément les soirées en soi qui m'ont marqué, c'est les collaborations qu'on a pu faire. Ok. C'est-à-dire, quand on a fait un événement où Bustaflex est venu rapper, Ouais. et Bustaflex, il faut savoir que c'est quelqu'un qui, en 98, j'avais 16 ans, Mhm. a sorti, tu vois, un album, tu vois, son premier album. Enfin, c'était le seul mec de chez nous qui avait la notoriété. Ouais. Donc, tu vois, c'était déjà quelqu'un que j'appréciais musicalement de base. C'était mon style de rap, c'était mon truc. Mais en plus de ça, c'était le seul mec d'Épinay à avoir réussi à passer les barrières, à être signé chez Warner, Ouais. à travailler avec Cool Chain, DNTM et tout. Ah, Et au défoncer fi- les portes. Quoi. Ouais, non, mais vraiment, c'était incroyable. Et au final, tu vois, je fais un projet musical, donc une soirée, et il vient faire un happening dans la soirée. Et moi, pour moi, c'était l'aboutissement de quelque chose d'incroyable, tu vois. Ouais. Après, il y a eu aussi Sydney Dynasty. Ok. Donc, pour les plus jeunes qui connaissent pas forcément l'histoire du hip-hop français, bah, Dynasty, c'est le sauveur du hip-hop français. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire Ok. que, en fait, il y avait une grande émission donc animée par Sydney qui s'appelait HIP HOP, qui est la première émission autour de la culture hip-hop au monde qui a été diffusée sur TF1.
Et donc, Sydney était l'animateur de cette émission-là. Et quand l'émission, donc c'était, voilà, c'est ce qui a montré un peu le hip-hop à toute la France. Donc, c'était une mode à l'époque, tu vois, c'était une mode, on prenait ça comme une mode, comme un truc qui allait durer 10 minutes. Quand l'émission s'arrête, bah, tout le monde repart un peu faire sa vie, sauf Dynasty, qui lui, en fait, crée un rassemblement à la Chapelle. Ok. Et en fait, c'est lui qui ramène ses platines, c'est lui qui ramène ses trucs et tout. Et les vrais acteurs du hip-hop, moi, j'étais pas là, hein, je devais avoir 2 ans, ou j'étais pas là, hein, tu vois. T'inquiète. Et les vrais acteurs du hip-hop se réunissent sur ce terrain vague-là, graphes, danse, voilà. Et pour moi, tu vois, ces 2 personnes-là, sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. En tout cas, je serais quelqu'un de très différent aujourd'hui, tu vois, parce que j'aurais pas eu la chance de vivre la culture hip-hop. Et ces 2 personnes-là ont participé à une soirée hip-hop Love Soul. Donc, tu vois, quand tu racontes ces histoires-là et que ces personnes-là ont l'humilité et que ton projet est tellement bien qu'ils participent, tu vois, ça va des 2 côtés, tu te dis, waouh, t'as quand même créé quelque chose 100%. d'incroyable, quoi. Et puis après, il y a aussi les soirées qu'on a fait en Guadeloupe, tu vois, donc chez moi, où tu te dis quand même, revenir chez toi, faire un truc que t'as créé, C'est pas le rien, partager avec les tiens, c'est quand même Traverser quelque chose de... l'Atlantique. Ouais, c'est quand même quelque chose d'incroyable, tu vois, booker des DJ de là-bas et les faire participer à l'événement et tout, c'est quand même incroyable. Ça, c'est très bien, ça. Ouais, non, mais c'était vraiment un partage, quoi, tu vois. Et voilà, et donc t'as plein de... Et puis le premier, Élysée Montmartre aussi, tu vois. C'est-à-dire, il faut savoir un truc. Et là, je te parle plus d'un point de vue business. Là, c'était la partie plus perso et émotion. D'un point de vue business, l'Élysée Montmartre croyait pas en ce qu'on faisait. Ok. Tu vois, on avait beau avoir fait 2 ans à la Seine-Bastille sans aucune embrouille, sans aucun souci, toujours complet, incroyable pendant 2 ans. On va à l'Élysée-Montmartre et en fait, ce qu'on fait n'existe pas. Ouais. Faire une soirée dans une salle de concert en expliquant qu'on va créer un VIP, qu'on va créer ceci, que oui, il y aura des gens de banlieue, oui, il y aura des Noirs, oui, il y aura des Arabes, mais tout va bien se passer parce qu'en fait, ça fait 2 ans qu'on le fait. Là, on veut juste arrêter de mettre les gens contre les murs comme ça parce que, Clair. en fait, on est full. Et en fait, on veut garder l'état d'esprit de la Seine-Bastille qui était une salle un peu rustique. Et donc, on veut le faire à l'Élysée-Montmartre. Et ça, on a dû l'expliquer et on a dû payer cash la soirée. On n'a même pas eu le loisir de louer la salle, de payer en plusieurs fois, de payer la salle après, etc. Parce que tellement ils y croyaient pas. Ok. Donc tu vois, ça Ouais, c'est des... Dans le sens où, bon, Ouais. vas-y, faites votre truc, mais au moins, nous, on est sûr qu'on prend Voilà, notre... tu vois. Et ça c'est des trucs, tu vois, c'est dur à vivre, mais on y est, et on y est arrivé. Et donc ouais, la meilleure soirée, ouais, il y a plein de choses différentes, mais pour moi, les meilleures soirées, c'est Sydney et Dynasty, parce que c'est tellement des gens qui ont... Je leur dois ma vie, et c'est pas ouf de dire ça, parce qu'en fait, ma vie, c'est la culture hip-hop, et sans eux, il n'y aurait pas de culture hip-hop en France. C'est pas plus compliqué. Ok. Tu sais que ça demande beaucoup d'humilité, hein, ce que tu fais là. Tu Ah vois, non, mais de- alors moi, je suis quelqu'un, tu sais, je suis un historien à la base. J'aime l'histoire de ma culture, autant de la culture noire que la culture hip-hop, etc. Je fais des bouquins pour raconter les histoires. Et quand tu sais qu'il y a des gens comme ça qui ont marqué l'histoire et que toi, tu arrives les pieds sous la table, la culture est déjà faite et tu n'as plus qu'à surfer, la moindre des choses, c'est de rendre hommage à ceux qui ont galéré avant toi. Ça, il n'y a pas de... Bon, des choses, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ouais, mais peut-être, mais en tout cas... Et ouais, tu en vois, tout cas, on voilà, va, on va y venir un Mhm. petit peu. Avant de se lancer dans les bouquins, parce que j'ai vraiment envie qu'on en parle bien en détail, Ouais. dans ton expérience de communication, surtout avec des artistes, que ce Ouais. soit dans le hip-hop, Mhm. dans la pop aussi. Ouais. Tu vois, j'ai vu que tu avais travaillé avec David Hallyday. tout ça, Ouais, j'ai trouvé David ça- Hallyday, Bilal ça Hassani, Madame Monsieur, on a fait l'Eurovision 2 Ouais, fois, ouais. Kids United, on a fait des choses. Tout ça. Qu'est-ce que tu retires voilà, de cette expérience-là, tu vois, d'accompagner des artistes? J'ai vu un moment que tu avais fait avec Joker aussi, tu avais travaillé Ouais, beaucoup avec beaucoup, Joker, beaucoup, qui a c'est préfacé la- le c'est livre de Rick Ross. Yeah, exactement, c'est la MIF, Joker. Ok, C'est mon frangin. excellent. Ouais. Qu'est-ce que voilà, tu tires de cette période-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en tant qu'homme et en tant que businessman aussi? C'est une période vraiment incroyable parce que c'est des personnes, les artistes, notamment les plus connus, tu vois, faut dire aussi, c'est toujours agréable de bosser avec des gens qui ont déjà une plateforme bien installée. C'était une période où c'était magique de voir, d'imaginer un plan et de le voir se réaliser devant tes yeux. Ok. Ça, c'était incroyable. Tu vois, pour te raconter une histoire rapide, Attic, d'ailleurs, même sans plateforme, d'ailleurs, parce que Attic, son producteur m'appelle en me disant ouais, je viens de signer un gars là, voilà, il a un concept qui s'appelle chaise pliante et on voudrait le faire connaître. Est-ce que tu as des idées? Ok. Et pour faire court, je vais à Decathlon, j'achète des chaises et j'envoie des chaises pliantes à toute la profession
Ok. Fred de Sky, Mehdi Maizi, Bouscapé, tout ça, etc. Avec un mot en disant voilà, tu me connais pas, je suis Attic, voilà ta chaise pliante, regarde mon clip chaise pliante vendredi à 18h. Et les mecs, ils reçoivent des chaises, tu sais, d'habitude, ils reçoivent des t-shirts, des trucs, machin, ils pètent tous un câble, ils filment la chaise. Et c'est comme ça qu'on a lancé Attic. Et Attic, voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est. Alors, c'est un bosseur de ouf, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est, tu vois, Non, bien sûr. qui est connu, tu vois. Et voir ça, Se réaliser. vivre ça. Ouais. À la base, moi, on me demande ça et j'imagine quelque chose. Tu vois, j'imagine un plan. Ouais. Tu vois, j'ai beaucoup bossé avec Take a Mike aussi, par exemple. Tu vois, et on a vraiment fait des opérations, tu vois, qui sont sorties de ma tête et qui ont marqué des gens, qui ont marqué même. J'ai appris qu'il y a certaines opérations qui étaient apprises à l'école. Ok. Tu vois, dans des écoles de com et tout, tu vois. Et tu te dis waouh, tu te dis ouais, c'est ça c'est quelque chose qui m'a vraiment fait kiffer parce qu'il y avait pas le côté, il y avait un côté entrepreneurial pour moi, Ouais. parce que je devais vivre de ça, mais c'était pas moi qui payais les opérations puisque c'était les producteurs, les maisons de disques, etc. Tu vois, et donc tu arrives avec un plan, avec une stratégie, et en fait la stratégie fonctionne. Et ça c'est quelque chose qui est assez fou. Est-ce que il y avait une certaine pression? Ah Ou bien pas sûr, du tout? Ouais. ah bien sûr, parce qu'en fait après au départ c'est cool de le faire, et puis quand ça marche une fois, deux fois, trois fois, Ouais, bah, on te dit ok, on va faire appel au maximum pour ça. Tu vois, dans la pop, Madame Monsieur, la première fois qu'on a bossé par rapport à l'Eurovision, Madame Monsieur est un groupe quasiment inconnu. Enfin, même pas quasiment inconnu. Ouais. Et devant nous, il y avait un artiste, c'était qui? C'était, alors que je ne me trompe pas, c'était Lisandro. Ouais. Lisandro Cucci, qui était déjà bien en place, etc. Et en fait, tout le monde pensait que c'était lui qui allait aller. Enfin, donc, il y avait, que je mette un peu les choses dans le contexte, il y avait un concours en France qui s'appelait Destination Eurovision pour choisir le Français qui allait faire l'Eurovision. Ouais. Et en fait, on a fait un plan com incroyable sur Madame Monsieur. Pour donner le détail, par exemple, on n'avait pas le numéro de vote. Tu vois, quand voter 1, voter 2, voter 1 pour Lisandro, 2 pour Madame Monsieur, ça, il te le donne au dernier moment. Ouais. Pour qu'il n'y ait pas de triche, tout, etc. Et ben nous, ce qu'on avait fait, c'est on a demandé à Madame Monsieur d'enregistrer tous les numéros. Ok. Voter 1 pour nous, machin, voter 2 pour nous. Et on avait cette base de données-là prête. Au moment où on dit Madame Monsieur, c'est le numéro 6, T'as piqué en gros. sur les réseaux, bam, on balance numéro 6. Et ça, les artistes ne pouvaient pas le faire, puisqu'au final, ils étaient en loge et tout, etc. Et que leur community manager n'était pas avec eux. Nous, on n'était pas avec eux, tu vois. Donc, bam, on balance le truc. Et ça, c'est des détails qui ont fait qu'à la fin, ils ont gagné. Il n'y a pas de petits détails. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est mais plein. Machin. Et l'année d'après, donc là, maintenant qu'on a gagné, qu'on a envoyé Madame Monsieur à l'Eurovision, qui sont devenus des stars avec le morceau Merci, etc. Machin. Ok, très bien. Ouais, bah, l'année d'après, les gars, on vous rappelle, et là, il y a Bilal Hassani. Ouais. Bilal Hassani, avec tout ce que ça engendre de critiques, d'harcèlement, Exactement. de jugement, etc. Et face à lui, Chimène Badi. Ok. Donc, pareil, tout le monde pense que Chimène Badi va faire l'Eurovision, etc. Pareil, on arrive, haute stratégie, nanana, parce que là, le vrai problème qu'on avait, c'est qu'il avait déjà une base de données. Il avait déjà une base de fans. Ouais. Incroyable. Sauf que ces fans, en fait, c'est des mecs d'Internet. C'est des gens qui sont nés avec un téléphone. Tu leur dis de regarder l'Eurovision à 20h50 mardi. Et En voter, fait, machin. envoyer un SMS, alors que tu as WhatsApp et tout, mais ça n'existe pas, en fait. On l'a vu aussi avec la Star Academy. Avec, Voilà, tu vois. Ebony. Donc, on a fait des tutos. On a fait des tutos pour leur expliquer. Dingue. Voilà, rendez-vous, la télé, tu l'allumes. Non, mais tu vois, Ouais, c'est non, con, je vois tu vois. ce que tu veux dire. Mais la télé, tu l'allumes, ton SMS, c'est cette option-là, et envoie un SMS pour. Et il a gagné. Ok. Et tu vois, et ça, c'est un truc dont, ouais, t'es fier. Alors après, t'as tes disques d'or dans ton bureau pour en souvenir et tout, etc. Et c'est quelque chose qui est vraiment marquant, quoi. Non, mais c'est les fruits du travail en vrai. Exactement, tu vois. Les fruits du travail. La question que j'ai, c'est quand on t'envoie Bilal Hassani, est-ce que la question c'est, on a vu ce que vous avez fait, Exactement. faites la même chose. C'est le même producteur et on l'a fait l'année d'avant avec Madame Monsieur, c'est le même producteur et on y va, on recommande. Comment t'as réagi? Là, moi, c'est ça que je me demande. Ah, quoi. C'est hyper dur. On t'envoie un tout autre Ouais. artiste, super différent, Ouais, ouais. de par ce qu'il représente ethniquement, de qui il est déjà. Tout dans Mais Bilal. on te tout- dit, tout- ouais. c'est la même chose. Ouais, mais soyons clairs. Moi, comme je t'ai dit, je suis un historien. Et moi, en fait, Def Jam, le label, tu vois, Def Jam, ça se crée avec Rick Rubin, qui te ramène les Beastie Boys, qui est un blanc qui fait du yoga avec une barbe longue comme ça, tu vois, qui fait des podcasts autour de la santé mentale et tout, etc. Et Russell Simons, qui est en fait un mec du Queens, de New York, qui est manager de Run DMC avec son frère dedans, qui est le hip-hop à l'époque incarné, tout ça, etc. Marié avec Et- la Kimura qui va Et, bien. et c'est ça Def Jam.
Tu vois, donc moi, en fait, tu vois, j'ai fait mes devoirs. Ouais. Donc, en fait, je sais qu'on est les plus forts. Et je sais que le rap a tellement été boycotté dans tous les sens qu'on a les meilleurs plugs pour pouvoir s'exprimer, même sans radio, même sans télé, même sans tout ça, parce qu'on a ces trucs-là en nous. Quand on nous refusait des galeries, on a inventé le graffiti. Quand on nous refusait des écoles de danse, des ballets, etc., on a inventé la danse hip-hop, on a inventé le break, on a inventé le smurf. Quand on nous refusait les instruments parce qu'une guitare, ça coûtait tant, etc., on a pris des disques, on les a mis en boucle, on a fait le rap. Ouais. Donc moi, rien, avec ça comme base, et avec les anciens que j'ai étudiés, tu mets n'importe qui aujourd'hui, je te fais de la promo de n'importe quoi parce que je sais le faire. Ouais. Do it yourself. Moi, quand je suis rentré de manière humble dans cette culture, j'ai lu les codes. Ouais. J'ai lu les codes et j'ai lu le manuel. Je me suis éduqué à ça. Moi, j'ai vu Sully Céphile, qui est la première personne à m'avoir mis en avant de manière concrète via sa marque qui s'appelait Royal Wear. Ouais. Moi, je l'ai vu, ce mec, prendre un t-shirt, le repasser, mettre un R couronné dessus et en faire un empire de 10 millions d'euros. Je l'ai vu, ça, de mes yeux. Donc moi, tu me dis de bosser avec Bilal Hassani, bah vas-y. Et je te jure, et Bilal, je lui ai dit à lui, je lui ai dit à sa mère, on va aller à l'Eurovision. Ok. Et je leur ai dit, et ils m'ont dit, mais Alexis, t'avais raison. Mais c'est pas du tout je suis trop fort et que les gens comprennent bien, tu vois. Ouais. C'est pas que je suis trop fort ou quoi, c'est qu'en fait, on part tellement d'en bas que quand on arrive sur un projet et qu'on s'y met à fond, on a des armes, on a une rage, on a une hargne résilience qui est... que personne ne peut comprendre. Et ça, c'est vraiment très important à saisir, à comprendre. C'est que on réussit à faire des choses, pas parce qu'on est les plus forts, mais parce qu'on est justement les plus faibles à la base et qu'on a quelque chose que personne peut imiter. Ouais, bah oui, mais comme Tu tu vois. dis, c'est quelque chose qui s'apprend. tu vois. Exactement. C'est quelque chose qui s'apprend et c'est bien que tu en parles comme ça. Tu vois, Ouais. c'est pas un truc Ouais, ouais. d'inné. Mais pour ça, il faut avoir l'humilité de se dire que d'autres l'ont fait avant. Exactement. Tu vois. Ouais. Et ça, il faut l'apprendre. Et si tu l'apprends pas, bah, tu crois que tu inventes des trucs, alors qu'en fait, non, il y a des gens qui l'ont fait avant. Moi, quand je vois Joe Star, quand je vois Cool Chain, je sais ce que c'est de venir de Saint-Denis et de faire ce qu'ils ont fait. Ouais. Voilà, je le sais. Donc, j'ai pas peur, moi, de venir d'Épinay et de faire ce que j'ai à faire. Mais parce que j'ai étudié les grands. Parce que tu l'as vu en fait. Exactement. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et je vais te lancer sur un dernier sujet avant qu'on aborde vraiment les livres. C'est quoi ton regard sur l'évolution de la culture hip-hop et du rap? Tu vois, là récemment, j'étais à l'event de Mehdi Maizi pour la promotion de son livre, Le rap a gagné. À Ouais. quel prix, je crois. J'ai pas encore lu le bouquin, mais Moi non plus. c'est j'étais un peu dans la salle et tout. Je regarde droite, gauche. Je vois des têtes, je me dis, non, le rap, en fait, c'est le nouveau rock, tu vois, aujourd'hui. Ouais. Moi, c'est la réflexion que je m'en fais, en tout Ouais. cas. Pareil, j'étais au concert de Dinos. Tu sais, je regarde un peu dans le public et tout. Je me dis, ouais, on a quand même gagné. Tu vois, le titre de son livre est pas mal. Mais je me dis, on a gagné, mais j'ai l'impression qu'avec l'évolution, certains acteurs qui ont fait cette culture-là commencent à être évincés et mis de côté. Toi, c'est quoi un peu ton regard dessus? Tu vois, je vois des gars comme Balou qui ont un peu à, je dirais, claimer leur légitimité, tu vois. Alors qu'en vrai, ils sont pas à le faire. Moi, si tu veux mon avis, j'ai un double regard, surtout aujourd'hui, depuis que je voyage beaucoup et depuis que je suis beaucoup aux États-Unis. J'ai un double regard sur la France. C'est-à-dire que mon premier regard, c'est que je suis très content que financièrement, des personnes réussissent à gagner leur vie de par la culture hip-hop. Ouais. Parce que les anciens, c'était même pas envisageable. Tu vois, c'était quelque chose... il n'y avait même pas de blueprint, quoi. Tu vois, les premiers mecs à être fait signer en maison de disques, ils ne savaient même pas qu'ils allaient faire carrière, tu vois. Parce que nous, c'était encore moins... Enfin, c'était pas non plus quelque chose qui était envisagé. Tu vois, nos parents sont venus ici pour qu'on fasse des études, pas pour qu'on devienne un rappeur ou je sais pas quoi, tu vois. Je veux dire. Donc ça, c'était même pas envisageable. Là, aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, tu vois, peut gagner de l'argent et faire plus d'argent que la génération d'avant. Donc d'un point de vue purement économique, en tant que personne venant de quartier, je suis content. Ouais. Après, quand tu fais une vraie analyse C'est chaud. structurelle, d'un point de vue ponctuel, tout ce que je viens de dire a de la valeur. C'est très bien, je suis content que voilà. D'un point de vue structurel,
on est en train de louper un coche, mais qui est monumental. Mais monumental. Et moi, j'ai essayé de l'expliquer à la nouvelle génération et j'ai pas trouvé les mots, parce qu'en fait, c'est toi le professeur. Donc, si la nouvelle génération ne comprend pas, c'est toi qui expliques mal, tu vois. Donc, j'ai pas encore trouvé la mentale pour le faire ou j'ai pas encore trouvé comment faire. Mais en tout cas, concrètement, pour de vrai, on est en train de louper un coche d'un point de vue de la propriété qui est en fait, mais énorme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, rien ne nous appartient. Aujourd'hui, on est en train de nourrir la machine. Un système qui nous enferme. Sauf que la machine, le système ne nous appartient pas du tout. On n'a aucun média concret, tu vois. Chacun est en train de créer sa petite chapelle. Très bien, ok, super. On sait les limites de ça, économiques, on sait les limites de tout ça. On n'a pas de salle de concert, on n'a pas de... Tu vois, on remplit des salles de concert, on remplit des Bercy en 10 minutes, on n'a pas de salle, on n'a pas... Tu vois, etc., etc., etc. Je te dis des choses comme ça, c'est des exemples bien concrets pour que les auditeurs comprennent, mais moi, c'est ce qui est en train de me... Tu vois, Fari avait fait cette blague-là, aux Flammes. Il avait dit derrière chaque rappeur, il y a un mec il y a un marionnettiste. En fait, c'est ça, le dilemme, tu vois, d'aujourd'hui. C'est qu'on est en train de créer des choses, j'ai l'impression, qui sont grandes, on a l'impression, mais en fait, c'est pas à nous. Donc, le jour... Et ça, nous, on l'a déjà vu, notamment avec l'époque Skyrock, où en fait, il y avait, par exemple, Skyrock s'est refait une jeunesse, pour te raconter un peu une histoire. Skyrock s'est refait une jeunesse en offrant des créneaux nocturnes à tout le rap français. C'est-à-dire, il y avait les mecs de Sarcelles un jour, Joey Star le jeudi, les mecs de Marseille tel jour, Cut Killer le week-end, etc., etc. Et chacun avait son émission. Très bien. Et ben quand ils ont repris un peu de la force et une crédibilité par rapport à ça, ben voilà, ils ont arrêté toutes les émissions. Donc aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est très bien pour tous les gens qui sont acteurs aujourd'hui, mais le jour où en fait ils auront fini avec eux, ben, ils vont juste passer à autre chose. Tu vois, même ça, moi, un mec de mon âge, de ma génération, avec Skyrock, je l'ai un peu vécu. Et pourtant, quand moi j'ai connu Skyrock, je pense que par rapport à ton époque, c'était déjà hyper transformé. Mais le Planet Rap, moi je suis désolé, ce que c'est devenu par rapport à quand j'étais plus jeune, que j'écoutais ça et j'attendais ça comme un événement. C'est quand un artiste venait défendre son album, qu'il y avait des freestyles. Aujourd'hui, il n'y a plus de freestyle. C'est Bustaflex qui a fait le premier Planet Rap. Pour info, parenthèse. C'était juste une information. Voilà. Comme on a dit, c'est une boucle. Et tu vois, mais voilà, moi, c'est juste ça. Et en plus, et après, quand tu vas aux États-Unis et que tu comprends, et c'est pas pour faire le mec américain à 2 balles, c'est pas ça, c'est juste une sorte de business. Quand tu vas chez la nation business numéro 1, on parle business, donc faut tu vois, voilà. Faut donner les fleurs aux gens qui et le concret, c'est aujourd'hui, le truc qui compte, le plus grand truc, c'est la propriété, point barre. T'es propriétaire de ce que tu fais. C'est pas plus compliqué. Et même quand tu vas chercher des partenariats, même quand tu vas machin, les clés, elles sont à clé et les clés, elles nous appartiennent. Et ça, c'est quelque chose où on est on est encore loin ici. Et on s'en éloigne. Et on s'en éloigne en plus. On s'en éloigne. Tu vois, un truc simple. Moi, j'ai fait partie de l'histoire du streetwear français. J'ai été responsable communication de Royal Wear pendant 3-4 ans. J'ai bossé dans une autre marque qui s'appelait Urban Act, d'une société street marketing qui avait lancé sa marque de vêtements, tu vois, aussi pareil. Tu vois, j'ai placé des vêtements sur les guignols de l'info, dans des grandes émissions, etc. Et ben au final, aujourd'hui, tu as combien de marques réelles avec une vraie industrie qui appartiennent à des rappeurs ? Aujourd'hui, tous les rappeurs font des partenariats avec les marques, sont habillés comme aucun autre rappeur a été habillé, avec des Louis Vuitton, des machins, des ceci, cela, très bien, etc. Combien ont des vraies structures, sociétés, etc., qui appartiennent aux rappeurs et qui vendent des vêtements? Je crois que le dernier qui a fait ça, c'est Booba. Dans ma tête, ouais, tu vois, l'exemple. Et même, il était part-owner ou un truc comme ça, avec Au Calme. Après, il a lancé une autre marque. Et c'est dommage, parce qu'au final, on a une plateforme pour créer des choses, et au final, on donne cette plateforme-là à des gens qui vont juste se servir de nous, vendre des vêtements, et puis demain, il y aura quelqu'un d'autre qui sera chaud, et ben ils prendront quelqu'un d'autre. 100%. Et c'est ça, et c'est dommage. J'ai dit Au Calme, mais c'était Uncut. Oui, t'inquiète. On a Uncut, la piraterie, Uncut, tout ce qu'il a Exactement, fait. Tu vois, et avant ça, il y avait même As Project, pour te dire. Ouais, non, mais tu vois, même un mec comme Kanye, ce qu'il a fait de Yeezy, du branding de Yeezy, voilà. Et même quand il se fait cancel, la force de frappe qu'il garde, c'est sa marque. C'est fou. Genre là, dernièrement, il a mis des t-shirts Sean John en 2025 sur son site. J'ai vu ça.
il les a vendus. Ouais, mais sa marque, sa propriété. Voilà. Tu vois, en disant ça, on a tout dit en vrai. Mais c'était important, tu vois, déjà pour moi, personnellement, d'avoir ton avis là-dessus. Tu Oui, vois. bien sûr. Quelqu'un bien de ton âge qui a vu un peu cette transition. Tu vois, parce que moi, j'étais en plein dedans. Mhm. Et même moi qui étais vraiment en plein dedans par rapport à quand j'étais au collège, lycée, Ouais. et maintenant que je suis un jeune adulte, je vois la différence, tu vois. Tout à fait. Et sans dire que ça me met mal à l'aise, parce que c'est pas le cas, tu vois, je suis très content, etc. Il y a quand même 2-3 trucs que tu vois où tu te dis, Je suis d'accord. c'est un peu chaud. Le chemin en France est particulier. Ouais, voilà, on rentre Ouais. dans, comme tu l'as dit, vraiment dans un carrefour où faut pas se louper. C'est pour ça que je suis de plus en plus à l'aise avec les États-Unis. Ok. Et est-ce que... Businessment parlant. Ok, d'accord. Qu'on Ok, soit- d'accord. qu'on soit Parce que clair. là, ma question, ça va être, est-ce que, je sais pas, l'expatriation, ça pourrait te tenter? Bah, en fait, j'ai déjà travaillé dessus. Mhm. Et après, en fait, je me suis dit quelque chose de simple, c'est que si je vais là-bas, c'est pas pour chercher un travail, tu vois, puisque je suis déjà entrepreneur, tu vois. Et visa O? Et c'est pour chercher des associés, chercher du business. Et donc, en fait, d'abord, là, c'est ce que j'ai finalisé en 2025. J'ai créé ma société là-bas. Ok. Donc, ça c'est fait, c'est acté, j'ai tout ce qu'il faut, tout ça, j'ai ma société là-bas. Et maintenant, je vais faire grandir cette société-là, là-bas, régulièrement, tranquillement, prendre mon temps. Et après, une fois que ça sera bien en place, en tout cas que je saurai quoi faire concrètement là-bas, et ben là, en fait, je vais penser à l'expatriation. Mais en fait, demain, je fais mes papiers, je prends une avocate, elle me donne mon visa de 3 ans, etc. Ouais, bah, c'est super, mais tu es là-bas en tant que personne physique, mais tu n'as pas de personne morale là-bas. C'est-à-dire que tu n'as pas de société là-bas. Donc moi, ça n'a aucun intérêt pour moi d'être là-bas en tant que personne physique Ouais. et de vivre là-bas. Moi, ce qu'il faut, c'est que je fasse du business là-bas. Et la première chose à faire, quand tu veux au moins être crédible et avoir un business, c'est de créer une société. Demain, Steve Stout me dit « Ouais, c'est super ce que tu fais, j'investis dans ta société. » Ah, t'en as pas? Ah bah vas-y, bah ok, bah C'est clair, faire voilà. un virement, c'est pas. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, Ouais. donc c'était la première chose à faire. Je l'ai fait et voilà. Ok, trop stylé. Déjà, je te dire merci. Parce que là, tu vois, tu parles vraiment de tes aspirations, de tes rêves avec toute transparence. Et c'est vraiment le but du podcast, tu vois. Ok. Je t'ai même pas forcément briefé à l'avance Non, là-dessus. non, pas de souci. Donc, premièrement, merci. Ouais, c'est important de partager. Et deuxième merci, on va commencer à parler de Omax Books. Ok. Parce que tu as mis le doigt sur un besoin, franchement, dont on avait besoin. Tu vois, c'est une phrase un peu redondante, mais je vais te donner un exemple. En 2012, il y a un film qui sort qui s'appelle Think Like a Man. Ouais. Comédie romantique sur la dynamique des couples hommes-femmes, où tu vois un gars qui a du mal à se poser, qui est un peu player sur les bords. Très qui player. Très player, voilà, tu l'as vu le film, qui rencontre une femme qui, elle, est dans une démarche un peu plus sérieuse et au final, il pense un peu ses plaies, etc. Ouais. Vraiment la dynamique de relation normale, j'ai Ouais. envie de te dire. Un film qui est censé cartonner partout dans le monde, Ouais. qui ne sort pas en France. Pourquoi? Parce que apparemment, pour des raisons de représentation, la société française n'est pas encore prête à voir ce film, qui est une comédie romantique où il n'y a vraiment aucune connotation raciale, tu vois. Dans ce film-là, il y a une actrice, Tajari P. Henson, Taraji, pardon, qui est aussi derrière moi. tout à fait. C'est le premier livre que tu as traduit en plus, si je dis pas de Non, bêtises, ou c'est c'était Issa Rae d'abord. c'était Issa Rae le premier. Celui-là, c'est le second. Ouais, c'est le troisième. Ok. Il y a eu Common entre les deux. Il y a eu commande entre les deux. J'ai envie de te demander qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans. Parce que moi, pendant longtemps, c'est des trucs qui m'ont frustré de pas avoir. Enfin, j'ai eu accès à ces films-là parce que je viens d'une génération où on a Internet. Les Soul Plane, je les ai vus. Les Friday, les 3, je les ai vus. Et je me suis toujours dit, pourquoi ils sortent pas au cinéma ici, quoi. Eh ben, tu sais quoi, je vais même te donner un autre exemple pour aller au bout de ta présentation. C'est que là, tu as parlé d'un film qui n'est pas sorti. Parce qu'il n'y avait pas de distributeur. Ouais. Il y a pire encore qui est arrivé. J'ai plus le titre en tête et je m'excuse. Je vous invite à vérifier après cette histoire sur Internet. Mais il y a un film de Spike Lee qui a été acheté par TF1 Ok. pour être distribué. Et en fait, TF1 a considéré, malgré le fait qu'il ait acheté, a considéré que ce film-là ne marcherait pas en France. Et donc, l'a acheté et ne l'a pas distribué. Je sais pas si tu te rends compte du level d'incompréhension. Spike Lee a porté plainte contre TF1 et a gagné son procès contre TF1. Logiquement. Parce qu'en fait, il n'avait aucun droit d'eux-mêmes de décider que ce film-là ne marcherait pas. Il y a un savoir-faire de distributeur de savoir qu'on met un film dans 4 salles, 5 salles, 6 salles, 10 salles, pas de problème. Il y a le fait de boycotter un film. Clairement. Et voilà. Et là, bref, c'était juste une parenthèse par rapport. Il y a encore pire que de ne pas le sortir. Il y a décidé
de l'acheter, de ne pas le sortir. C'était une parenthèse par rapport à ce que tu as dit. Maintenant, par rapport au Max Books, comment c'est venu? Et ben en fait, c'est exactement la même chose que toutes mes autres structures. C'était même pas pour le coup une réflexion économique. Je suis à New York en 2021 et en fait, on va remonter un peu plus loin même. Let's go. Laisse-moi Je lis énormément de livres parce que je cherche, comme je l'ai dit, en tant qu'historien, je cherche en tant que fan d'histoire, et tu vois, je cherche des inspirations. Une fois que j'ai lu tous les livres sur le rap, tous, tu m'as compris. Une fois que j'ai lu pas mal de livres sur le rap, je commence à lire beaucoup de livres économiques. Et en fait, les livres économiques que tu lis avec des personnages, moi j'aime bien les histoires réelles de personnages. Et ben, je lis les bouquins autour de Jeff Bezos, autour de Elon Musk, autour de Richard Branson, etc. etc. Alors, c'est des livres qui t'amènent beaucoup, beaucoup de valeur, beaucoup d'expériences, de parcours incroyables. Sauf que je me rends compte qu'en fait, quand je lis ces bouquins-là, que ces personnes-là, malgré le fait qu'elles aient créé des sociétés incroyables, tu vois, que personne d'autre n'aurait pu créer à la hauteur de ce qu'ils ont fait, on n'a pas le même parcours. Elon Musk, c'est un africaner, avec tout ce que ça comporte d'avantages particuliers, etc. Ouais, non, mais voilà, clairement, tu vois. Pour te donner un exemple, son père lui a acheté un ordinateur quand il avait 8 ans. La valeur de cet ordinateur, si tu prends l'inflation en compte, c'est 8 000, 10 000 $. Tu vois, voilà. À 8 ans, voilà. Jeff Bezos, sa famille lui a prêté 300 000 $ pour créer Amazon. Alors moi, ça se trouve, tu me donnes 300 000 $, je ne crée pas Amazon. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr. personne ne me prête 300 000 $. Ouais, mais tu le capital de départ n'est pas le même. Voilà, tu vois. Même si après, on le prête à quelqu'un qui va faire quelque chose d'incroyable, pas de problème. Mais voilà. Et donc, je cherche des exemples et j'en trouve pas en France. Je ne trouve aucun livre de personne qui me ressemble, qui vient des mêmes coins que moi, peu importe dans le monde, mais qui vient des mêmes coins que moi et qui a créé quelque chose. Donc, je me lance dans la lecture de Tanning of America. Parce que Steve Stout est élevé par sa mère dans le Queens et crée en fait son agence de communication Translation, United Master, etc., etc. Tu vois. Et je me dis, waouh, ok, lui, il a un parcours qui me parle. Donc, je me prends la tête pour lire ce livre-là en anglais. Tu vois. Des ratures, des trucs, chaque mot traduit, des stabilos, des machins. Le livre, tu le vois, il est. Voilà. Et quand je me prends cette claque-là, je continue à lire plein d'autres livres, L.A. Reid, Issa, etc., etc. Et je me fais une petite collection comme ça chez moi, perso. Tu vois. Et à un moment donné, je me fais la même réflexion que toi par rapport au film, mais moi par rapport au livre. Et donc, on en arrive à 2021, ce par quoi j'ai commencé. Et je suis aux États-Unis et je me dis, tu sais quoi, je vais leur demander, en fait. Parce que moi, je pars du principe à l'époque que ce sont les États-Unis qui nous snobent. Comme à mon époque où, quand les mecs venaient en concert, ils passaient dans toutes les villes américaines, ils passaient au Japon, ils passaient jamais à Paris, en fait. Ou quand tu devais acheter un album en CD, tu devais aller dans des magasins d'import pour avoir les trucs parce qu'ils ne nous calculaient pas, en fait. Donc moi, je pars du principe que les États-Unis nous snobent. Et donc, je prends les rendez-vous avec des maisons d'édition centenaires et dédicaces aux maisons d'édition françaises d'ici, eux me reçoivent. À l'époque, j'ai aucun projet entrepreneurial dans la maison d'édition. Je suis déjà un entrepreneur et tout machin, mais j'ai aucun, tu vois, quand je vais les voir, c'est pour poser des questions. Et les mecs me reçoivent. Des maisons d'édition comme Simon & Schuster, comme HarperCollins, qui ont 200 ans, tu vois, incroyable. Et donc, je suis dans leur bureau et tout, et je dis, fâché, tu vois, je dis, vous savez, on a la télé, on a la radio, on a Internet, on connaît les gens que vous éditez, comment ça se fait qu'on n'a pas ces livres-là, en fait? Et vraiment, je suis vraiment très, pas agressif, tu vois, mais je suis très, très remonté. Et ils me disent, ah non, mais vous vous trompez, monsieur, en fait. Nous, ces livres-là, on les édite en anglais. Et en fait, après, on les propose aux maisons d'édition françaises. Sauf qu'elles ne veulent pas les traduire. Parce qu'en fait, ils nous expliquent que les gens qui sont visés par ces livres, comme si un livre de noir ne devait être lu que par les noirs, déjà de base, en fait, ils lisent pas, ou en fait, ils sont pas intéressés, ou on n'a pas le marché pour, etc., etc. C'est fou. Et quand tu me donnes ça à moi, qui ai communiqué toute ma vie à travers la presse, la mode, l'événementiel, la communication avec mon agence, etc., etc., quand tu me dis ça,
En fait, tu m'offres un business sur un plateau. Oui, parce que toi, tu sais que la demande, elle existe. Donc, je leur dis, vous savez quoi? S'ils veulent pas le faire, moi, je vais le faire. Le hip-hop. Tout est boucle. Tout est un cycle. Ils veulent pas de nous à ce moment-là. Eh ben, vous inquiétez pas. Do it yourself. On va le faire nous-mêmes. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc que j'ai en moi, en fait. Et donc, on est trop à l'aise sur ces canapés-là. Ouais. Et donc, je pars avec un contrat d'Issaré sous le bras et je n'ai aucune idée de comment je vais sortir ce bouquin-là. Parce qu'au moment où je suis là, je n'ai pas de maison d'édition. Ouais, c'est même pas d'expérience. Je ne sais pas comment faire pour sortir un bouquin. Parce que j'ai jamais sorti de bouquin, tu vois. Et là, tu recommences à zéro. Mais à moins que zéro. Tu vois, je te dis, parce que c'est moins 15, moins 20, moins 100 si tu veux. Je n'ai aucune idée. Et j'ai la chance d'avoir une agence de communication où j'ai un graphiste, où j'ai ceci, où j'ai cela, tu vois. Et donc, au début, je fais tous les devis possibles, imaginables. J'appelle un distributeur en pensant que c'est comme dans la musique. Dans la musique, pour t'expliquer, tu fais 20% de distributeur, 80% de producteur. Ce qui est logique. Là, c'est l'inverse. Le distributeur, il te prend 80% pour amener ton livre d'un point A à un point B. Ouais. Je dis, OK, on va apprendre à le faire nous-mêmes. J'appelle les traducteurs. Ils me demandent, je sais pas, 50 centimes par mot, 10 € la page. Je dis, OK, franchement, je respecte le travail, mais par contre, j'ai pas ces budgets-là, en fait. Tu vois. Et donc, on le fait nous-mêmes. Et le graphiste, la graphiste apprend à faire un livre. On regarde comment faire, il y a des logiciels, tout ça, etc. On apprend à le faire. On apprend à faire la cover. OK, il faut aller à la Bibliothèque nationale de France pour avoir un ISBN. On apprend à faire ça tranquillement. Et au moment où on le fait, on a réussi à le faire. Et en fait, on sort le bouquin. Et moi, je choisis le bouquin d'Issaré parce qu'à ce moment-là, il y a une Secure. Et qu'en fait, je vois les femmes de ma communauté et au-delà, je les vois, alors que le truc est mal distribué. À l'époque, c'était pas encore sur OCS, tout ça, etc. C'était piraté. Je vois tout le monde parler de Team Molly, Team Issa. Moi-même, je regarde la série, je suis fan d'Issaré. Je sais comment vendre le truc. Et donc, je lance le bouquin et c'est un carton. Ouais, mais parce que, comme tu as dit, on t'a donné une opportunité, en fait. C'est ça. Et surtout, au-delà du fait de me donner une opportunité, ils refusent de nous respecter. Et donc, moi, quand tu me manques de respect, je suis obligé de réagir. Et je vous montre, en fait, que ces bouquins-là, aujourd'hui, en fait, sont numéro 1 sur Amazon, se vendent. On a lancé un nouveau site, là, au maxbooks.com, dernièrement, tu vois, qu'on a tout refait et tout, etc., pour respecter nos clients et faire en sorte qu'ils aient une belle boutique. Et en fait, c'était aussi simple que ça. Il fallait juste le faire. Et personne d'autre le fait. Et ça rejoint ta question de tout à l'heure par rapport à l'évolution du truc. En fait, il faut qu'on fasse des choses pour nous et c'est à nous, en fait. Tu vois, c'est important. C'est pas que des mots pour la culture, pour nous, par nous, etc. C'est pas que des mots. Non, c'est vrai. C'est aussi un process. J'aurais pu aller, moi, monter un pitch deck et aller voir telle maison d'édition, leur dire, ouais, on va monter une sous-branche, urbaine, machin, je sais pas quoi. Non, en fait, j'ai monté une maison d'édition. Ouais, t'aurais apporté. J'ai investi. T'aurais servi du caviar sur un plateau. Exactement. J'ai investi, j'ai pris mon argent, j'ai pris un risque, j'ai pris du temps pendant que je devais gérer les campagnes de tel ou tel artiste. Et ben, le soir, en fait, on travaillait sur le bouquin. Aujourd'hui, on a automatisé des process de distribution, de ceci, de cela, mais ça reste la propriété en interne. Non, et ce que tu dis, ce que j'aimerais pointer du doigt surtout, tu vois, c'est au-delà de, pour la culture et pour la communauté, on parle de livres quand même, on parle de New York best-seller, tu vois. Ouais. On parle de livres qui sont accessibles à tous. Et franchement, tant pis pour les gens qui n'ont pas vu l'opportunité. Tu vois, ouais, et je vais te dire un truc, mais je vais te dire un truc encore plus grave pour que tu comprennes vraiment à quel point c'est incroyable, c'est que Issaré, pour me faire l'avocat du diable, Issaré, Common, Taraji P. Henson et Rick Ross, faut les connaître. Ok. Peut-être que vous êtes passé à côté d'un truc, peut-être que vous les connaissez pas. Ouais. Admettons. Admettons, tu vois, c'est des acteurs, des rappeurs, des producteurs, des activistes qui ont peut-être pas passé en France la notoriété nécessaire pour qu'on traduise leurs bouquins. Admettons. Disons que faisons-nous l'avocat du diable, ok ? 50 Cent. Quand tu me dis que moi, ma petite maison d'édition, au bout du 5e livre, fait 50 Cent, c'est bien qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui a refusé ce bouquin-là. Ah, bien sûr. Le mec vient en France, te remplit 4 arénas
à Paris, admettons. Mais à Nice, à Strasbourg et à Nantes. C'est pas les villes les plus hip-hop ou Non, les bien sûr. plus, tu vois, remplies de personnes issues de l'immigration en France. Si tu m'aurais dit qu'il fait Paris, Bordeaux, Montpellier, Marseille, je t'aurais dit, bon, ok, pourquoi pas, pas de problème. Nice, Nantes, Strasbourg, Ouais. voilà. Tu peux pas me dire que c'est des villes où il n'y a pas une majorité blanche qui va voir 50 Cent. Non, mais Et donc, en fait, c'est un artiste grand public. on parle d'un mec qui a fait des films, qui a des séries aujourd'hui. Ouais, non, mais comme tous les autres. Mais lui, il a fait le step Non, mais bien sûr. d'avoir un, tu vois, c'est Eminem qui a lancé 50 Cent. Tu vois ou pas ce qu'il veut dire? Donc, voilà, c'est acté. Et performé au Super Bowl. C'est acté. Donc, si c'est moi qui fais le bouquin, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui l'a refusé. 100%. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc, il y a un moment où il faut arrêter de se mentir et chercher des excuses. C'est très bien. Ça nous laisse une opportunité et on va foncer dans l'opportunité. Et les 4 prochains livres au Max Book sont déjà prêts. Et voilà. Ok. Et tu vois, ça embraye sur ma question suivante. C'est quoi la suite? La suite, on Si va tu- pouvoir s'en. Ouais, bien sûr, on va pouvoir s'en parler dorénavant parce que le projet est acté. C'est que j'ai écrit un bouquin. Let's go. Voilà, j'ai écrit un bouquin qui va être. Qui je sais pas quand sortira ce contenu, mais en tout cas, qui sera disponible sur maxbooks.com, c'est sûr. Et ce bouquin, c'est pas un bouquin où je raconte ma vie, genre, ouais, c'est une autobiographie. Non. Voilà, on n'en est pas encore là. Mais c'est un bouquin où, en tout cas, où je raconte l'aventure au Max Books. Pas encore, c'est le mot-clé en plus. J'aime bien. Ah non, pas encore, bah oui, parce qu'au bout d'un moment, voilà, faudra bien se livrer et laisser Non, mais une trace. on s'est pour la- compris. On s'est compris. Mais en tout cas, c'est un bouquin où je raconte comment je suis devenu le lien entre les auteurs afro-américains et 300 millions de francophones. Tu sais que cette phrase, je la kiffe trop. Voilà. C'est le but, c'est comment je suis devenu ça. Et au Max Books raconte tout ce que je viens de se raconter par rapport à l'idée de lancer au Max Books jusqu'à la collaboration avec 50 Cent. Ok. Voilà. Et j'ai rassemblé tout ça dans un bouquin pour justement, qui sortira en français et en anglais, pour justement être le lien. C'est- autour de ça. Et cette phrase, je la kiffe trop parce que je trouve que tu fais un truc en regardant un peu tes réseaux. Tu fais vraiment le pont entre Ouais. la culture afro de façon universelle. Et moi, c'est un truc, ça me parle, tu vois, forcément, parce que voilà. Mais ça me touche aussi. Tu vois, quand Merci. je te vois aller en Côte d'Ivoire, Ouais. que je te vois aller aux Antilles. Ouais. Et aujourd'hui, on a, comme tu as dit, on peut le faire nous-mêmes Exactement. et on le fait, tu vois. Tu vois, Common, par exemple, je l'ai rencontré à New York, au Blue Note, et il était très content de recevoir son bouquin en français, tu vois, c'était très cool, on a échangé, il était très content. Mais ce qui l'a vraiment marqué, là où vraiment j'ai vu que personnellement, dans son cœur, mon travail le touchait, c'est quand, au détour d'une phrase, je lui ai dit que j'avais été en Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, attends, t'as pris mon bouquin aux États-Unis, tu l'as traduit en français et tu l'as amené en Afrique. Et tu sais, Common, son africanité, il la revendique, c'est quelqu'un qui est très spirituel et tout, etc. Et quand il a compris le process, il a dit, ok, non, toi, franchement, t'es quelqu'un qui travaille, t'es un vrai gars. Parce que ce que tu m'offres là, en fait, j'en ai rêvé, quoi. Tu vois, le mec me dit ça, tu vois, il me dit vraiment merci, parce que prendre mon livre et le rendre accessible aux Africains francophones, en fait, il n'y a pas de plus beau cadeau. Tu vois, mais je pense que même les autres aussi, ça les a touchés. Tu vois, moi, quand je vois Rick Ross, Ouais, non, mais le dernier des fanfarons, fanfaronné Ouais, avec ouais, le livre, il est là avec masque et tout. Dernièrement, il faisait une interview en Guadeloupe Ouais, où il est avec ouais, Shorty Alexis, Maximo. c'est mon gars, machin, Ouais, etc. Et ouais. tout. Mais c'est vraiment hyper stylé. Ouais, Et mais encore une tu- fois, tu vois, ouais. c'est les fruits d'un travail qui est pertinent. Tu vois, tu savais qu'il y avait une demande et tu l'as réalisé. Tu vois, et c'est Je savais pas qu'il y avait une demande. Ah ouais. Je te jure qu'au Max Book, c'est le projet vraiment. Et c'est pas pour faire du storytelling. C'est le projet le plus personnel. La première demande, c'était. Je te dis, je t'ai raconté comment j'ai été les voir sans même avoir de. J'ai pas monté au Max Book avant d'aller les voir. J'ai juste été les voir pour leur demander, mais pourquoi je dois galérer à lire des. Et moi, je m'en étais sorti. Parce que le premier bouquin de Steve Stout, j'ai galéré pour le lire. Mais le reste, voilà, et après, tu prends l'habitude, tu vois. Ouais. Mais pourquoi, en fait, c'était vraiment un besoin personnel. Ouais. Tu vois, c'était pas pour monter une structure, pas du tout. C'était juste, je me suis dit, waouh, si j'avais eu ces bouquins-là avant, j'aurais pas. C'est pas que je regrette d'avoir lu les bouquins des autres. Mais en fait, comment ça se fait que je peux pas lire le bouquin de quelqu'un qui vient des mêmes quartiers que moi aux États-Unis, tu vois, le 93, le Queens, Brooklyn, etc., qui a le même vécu que moi. Pourquoi je ne peux pas lire son bouquin? Pourquoi ma fille
qui a 9 ans, Ne peut pas lire. ne peut pas lire son bouquin. Et tu vois, dernièrement, gros big up à elle, Kelly Massol, a sorti un bouquin. Et ben, j'ai amené ma fille un samedi à la FNAC parce que Kelly faisait une séance de dédicace. Ouais. Et je voulais que ma fille voie une femme noire, francophone, ayant réussi dans le milieu qu'elle a choisi. Je voulais que ma fille puisse voir que Kelly Massol, elle existe. Ouais. Que c'est pas une C'est pas un star mythe. de la télé qu'elle va voir sur les affiches. Non, c'est un être humain Comme toi. qui existe, comme toi, qui s'est battu, qui a travaillé, qui a fait des choses. Et tu es une petite fille noire, regarde. Kelly Massol, en fait, elle est là, elle est devant toi. Rencontre-la. Je lui ai acheté son propre bouquin pour elle, pour ma fille, que Kelly a dédicacé, et elle le garde dans sa chambre à elle. Quand elle aura le temps, l'énergie, la compréhension pour le lire, elle va le lire, et elle aura cette dédicace-là. Et ça, en fait, nous, on ne l'a pas eu, c'est impossible. Ça n'existait pas. Tu te rends compte comment on a grandi? On a grandi sans ça. Ouais. Et quand tu grandis sans ça, et que quand tu es adulte, tu te rends compte que, en fait, ça existait. Il y avait des livres déjà qu'on aurait pu lire quand on était petit, mais en fait, personne ne voulait les traduire ou ne les a traduits. Et ben moi, aujourd'hui, quand je vois ça, le livre de Steve Stout, bien entendu, tu t'en doutes, je travaille dessus, et je le donnerai, tu vois, je vais le mettre à disposition des gens pour qu'ils puissent l'acheter, et je sais que ça va, je sais que le Alexis qui aujourd'hui, le petit Alexis du 93 qui aujourd'hui, en fait, a 12 ans, 13 ans, 14 ans, quand il va le lire en français, eh ben, il va connaître Steve Stout. Ouais. Moi, je ne connaissais pas Steve Stout. Tu vois, je le connaissais de loin, mais je n'avais pas son témoignage. Je n'y avais pas accès parce que je ne parlais pas anglais assez bien pour y avoir accès. Et c'est ça, mon combat. C'est même pas le fait d'avoir comment dire, un besoin ou de comprendre faisant une étude de marché. C'est juste que moi, j'aurais adoré avoir ça. Ouais. Et donc, je le fais. Ok. Voilà. Mais tu vois, en le faisant pour toi-même, tu l'as fait pour les Exactement. autres, tu vois. Voilà, C'est ça, tu vois. c'est C'est ça. trop culture, en fait. Et aujourd'hui, tu vois, je fais des workshops où les gens viennent, on discute des bouquins, etc. On fait plein de choses comme ça. Et ça boucle l'aventure. Mais à la base, je te jure, c'est un truc... j'avais juste besoin de le faire. Voilà. Ok. Sinon, franchement, en toute objectivité, si j'avais fait ça pour du business, j'aurais pas commencé avec un livre qui s'appelle Les mésaventures d'une meuf noire maladroite. C'est Tu vois, cool. d'un point de vue grand public, en vendre 100 000, c'était pas ce qui était le plus évident, je te cache pas. Tu vois, je veux dire. Donc, Ouais, non, voilà. c'est clair. C'est clair, c'est clair. Et je dirais, tu vois, là, c'est peut-être une question un peu bateau, c'est lequel que tu as préféré, je dirais, sur lequel tu as préféré travailler. Même si je pense qu'en vrai, Ouais. tu les as tous kiffés. Tu vois, c'est comme Ouais. moi, avec les épisodes de podcast, j'ai tous kiffé. Mhm. Mais c'est lequel qui t'a peut-être plus marqué ou l'ouvrage que tu as Je préféré? regarde là. Ouais, en fait, tu Ils sont sais, derrière nous, en plus. Bon, le premier, c'est toujours le premier. Voilà. C'est clair. Ça, t'auras pas d'autres émotions plus grandes que ça. Mais je te cache pas que celui de Common est un peu particulier parce que il a, tu vois, je te parlais tout à l'heure d'un truc ultra personnel. Ouais. Dans le bouquin, il décrit comment il drive sa vie par rapport à sa fille qui lui reproche de pas être assez présent dans sa vie, mais qui en même temps le remercie de lui avoir offert une vie de par son travail à elle incroyable, d'aller à l'université, d'aller ceci, cela, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que je m'étais jamais posé comme question personnelle, tu vois, Ouais. par rapport à ma fille, à moi. Et donc, j'ai lu quand même ce bouquin-là avec un certain, tu vois, sentiment ultra perso. Donc, il y a quand même quelque chose de particulier. Et après, quand même, 50 Cent, c'est quand tu te dis que toi-même, en tant qu'adolescent, tu as vécu la vague 50 Cent arriver. Tu vois, Dr. Dre, Eminem qui décide de mettre ce rappeur new-yorkais en avant et G-Unit et tout ça, etc. Tu te dis, ah ouais, en fait, là, je fais partie du process, quoi. Ouais. Tu vois, peut-être qu'un soir, à un dîner, Dr. Dre, Eminem et 50 ont... Ouais, quoi de neuf? Ouais, il y a mon bouquin qui vient de sortir en France. Ouais. Et tu te dis que tu fais partie de cette chaîne-là. Ouais, de cet univers, quoi, de ce multiverse, tu vois, où tu te dis que quelque part, 50 Cent et tout ce que ça comporte d'Eminem, Dr. Dre, NWA, Eazy, tu remontes, tu vois. Tu te dis que tu fais partie de cette chaîne, tu vois. Et surtout, un livre, ça meurt jamais. C'est clair. C'est ça qui est important. J'ai pas fait un clip de 50, j'ai pas fait
j'ai pas été styliste de 50 à un certain moment. J'ai pas été, tu vois, ghostwriter. Non, j'ai fait son bouquin qui va rester de toute manière. C'est un témoignage qui l'amène. Et j'ai fait son bouquin en français. Et tu te dis, tu fais partie de son histoire, quoi. C'est clair. Et puis, d'un point de vue business, tu vois, la promo, elle est éternelle. Ouais, c'est ça. Ah La ouais, promo, ça, elle est ça éternelle, par contre, tu c'est vois. incroyable. Chaque anniversaire de 10 ans de Ah tel ouais. album, Ah oui, de oui. 5 ans, de machin. Ah oui, oui. Et pour tous les livres, tu vois, c'est valable. C'est ça. Et part du principe que moi, je viens aussi de business qui était super timé dans le temps. T'es dans la mode, la collection automne-hiver de telle année, c'est bon, c'est terminé. T'es dans une soirée, si tu fais ta promotion de sa soirée qui a lieu samedi, si tu l'as fait dimanche matin, mec, t'es hors sujet, tu vois. J'ai fait des trucs, des promotions pour de la musique en tant que dans mon agence de communication. Quand l'album il sort le 15 juin, il faut faire la promotion avant, après, mais après l'album il sort. Enfin, tu vois, c'est terminé. Là, aujourd'hui, un bouquin, je peux m'éclater à Issa. Chaque nouveau film, on ressort le bouquin. Elle a été dans Barbie, on a refait de la promotion. Taraji, Common est dans Silo en ce moment sur Apple+. Et ben enfin, tu vois, c'est infini. C'est infini. Voilà. Énorme. Tu as parlé de dîner tout à l'heure. Question un peu que j'aime bien amener dans le podcast. 5 invités pour un dîner, vivant ou Waouh. mort. Qui ce serait? Vivant ou mort? Vivant ou mort. Waouh. Qui ce Alors, pour avoir une conversation avec toi, tu vois, pour... déjà, sincèrement, ça serait un dîner black owned parce que pas parce que je suis communautariste ou ce que tu veux, mais parce qu'en fait, j'aurais tellement de questions à poser à ces personnalités qu'il faut que ça me concerne. Bien sûr. Tu vois? Puis l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Exactement. Donc, il y aurait obligatoirement Malcolm X Ok. et Aimé Césaire. Parce que voir ces deux personnes-là échanger, je pense que ça t'amènerait à des levels de réflexion autres. S'il devait y avoir, pour pas en choisir 50, s'il devait y avoir un artiste musical, ça serait Bob Marley. Ok. Et je pense que j'inviterais Oprah parce que c'est une personnalité qui a vraiment été en place à une époque où personne d'autre l'était. En tant que noir, tu vois, je veux dire. D'ouvrir des portes, je Ouais, pense qu'elle elle en voilà. a- Là-dessus. pas mal. Et j'ai mon artiste musical, j'ai des activistes enfin, tu vois, Là, tu m'as dit de chez Malcolm moi. X, Bob Ouais. Marley, Aimé Césaire, Oprah, il en reste un dernier. C'est pas évident, hein, franchement. Ouais, non, c'est pas évident parce que j'espère que tu couperas au montage pour pas me laisser Ouais, comme ça pendant 10 minutes. t'inquiète. Non, tu vois, j'inviterais. Je pense que j'inviterais Issa. Ok. Issa parce que je pense que ça serait. Je respecte. Issa, je la respecte parce que c'est une femme noire qui est des deux côtés. C'est-à-dire que elle est à la fois actrice, donc elle est dans la starification, et à la fois c'est une businesswoman incroyable avec ses cafés, ce qu'elle fait dans la production, etc., etc. Et je pense que elle et moi, et en plus c'est une francophone, Ok, là, ça, parce qu'elle est sénégalaise, donc elle parle français. Ok, ça, j'étais pas au courant. Et donc, en fait, j'aimerais qu'on ait tous les deux un dîner avec Malcolm X, Aimé Césaire et Oprah pour qu'on puisse, elle et moi, ensuite, discuter du dîner. Ok. Parce qu'on est contemporains, tu vois. C'est une femme, je suis un homme. On est francophones tous les deux, mais elle a grandi à Los Angeles, j'ai grandi à Paris. Et je pense que à la sortie de ce dîner-là, où on se sera mangé des témoignages de personnalités tellement incroyables, et ben je pense que au final, on pourra discuter après de comment on a vécu ce dîner-là. Donc ça serait un peu, tu vois, je veux pas juste moi tout seul être dans le dîner, Ouais. te dire que je vais prendre 4 personnalités qui ont fait des grandes choses, et après moi partir avec l'information tout seul, ça n'a aucun intérêt. Il faut que je puisse échanger avec quelqu'un. Et la personne contemporaine avec qui j'aimerais échanger de ce dîner-là, ça serait Issa Rae. Ok. Voilà. Parce qu'on pourrait à la fois parler de l'Afrique, à la fois parler des États-Unis, à la fois parler de la France, Ouais. à la fois parler de ce qu'on vient de vivre, à la fois Vos parler expériences à de vous. comment, tu vois, voilà.
Encore Donc, une ça serait fois, tu magique. vois, ça revient un peu sur ce qu'on dit depuis tout à l'heure, faire Ouais. vivre le truc. Exactement. Faire vivre le truc, tu Exactement. vois, et à chaque fois que vous allez vous revoir, continuez d'en parler, Voilà, exactement. etc. Ok, on touche un peu à la fin de Mhm. ce podcast. Je vais te demander, c'est quoi un peu les rêves d'Alexis? Je vais te laisser regarder la caméra Ouais. là-bas. Et quels conseils tu pourrais donner aux rêveurs au sens large? La caméra, elle est là, pardon. Vas-y, je te la- je te la- Les rêveurs, je vais vous donner un conseil simple. Rêvez pendant des années là. Ok. Maintenant c'est bon. Vous avez rêvé de tout ce dont vous avez besoin. Et ben maintenant réveillez-vous et en fait allez réaliser vos rêves. Parce que si on avait dit au Alexis de 8 ans, lorsqu'il a vu le clip d'NTM pour la première fois et qu'il a voulu faire partie de cette culture-là, qu'il finirait par rencontrer ses premières idoles, en l'occurrence NTM, par les connaître, par échanger avec eux, et ensuite, après, créer des structures, des sociétés, des activités, des actions, des opérations qui allaient le mener jusqu'à d'autres stars, d'autres personnalités, d'autres entrepreneurs, d'autres activistes, ça aurait été... Même le raconter n'aurait pas été crédible. Alors, rêvez autant que vous voulez, mais une fois que vous vous réveillez, mettez-vous au travail pour réaliser ce dont vous avez rêvé, parce qu'il n'y a que le travail qui vous fera réaliser vos rêves. Yes, sir. Mot de Ouais. la fin. On va finir là-dessus. Avant de passer à la partie promo, shout out tous Yes, les réseaux, bien dire sûr. où les bouquins sont disponibles. Petite question pour moi, Ouais. personnelle. Si jamais demain, voilà, tu m'as dit que tu as regardé l'épisode avec Booba, Mhm. tu te poses chez toi un soir, tu travailles, tu veux te mettre un podcast en fond, les rêveurs podcast, bien évidemment. Ouais. Quel invité t'aimerais voir face à moi dans le canapé? Mais, Ben- trick de la question, Ouais. très important, tu dois être capable d'amener cette personne-là. Ah, Et là, ça change tout. ça, c'est encore Là, autre ça change chose. tout. Ben écoute, on va dire que je vais pas prendre quelqu'un qui serait facile à t'amener, Ouais. parce que ça serait quand même trop facile, tu vois. On aime le défi, on aime rêver, tu vois. Let's go. Donc c'est quelqu'un qui sait que j'existe, elle sait que j'existe, mais je n'ai pas forcément accès à son agenda, ce n'est pas forcément une amie que je pourrais juste te dire, voilà, c'est quelqu'un de très occupé aussi. Mais en termes de rêve francophone, Kelly Massol, je pense qu'aujourd'hui c'est l'exemple à suivre, comment tu fais des formules un peu hasardeuses dans ta cuisine personnelle, et comment tu finis par bâtir un empire. Il n'y clairement. a pas d'autre mot à dire, tu vois. Donc, j'ai la possibilité de lui proposer le projet, Juste ça, c'est suffisant. mais je n'ai aucun pouvoir sur son Non. planning et ni une influence sur elle, parce qu'elle est tellement, T'inquiète. tu vois, dans d'autres domaines. Donc, voilà, Kelly Massol. Ok, Clairement. let's go, je prends. Voilà. Je prends, tu vois, j'enverrai ma petite invitation, Exactement. etc. Et, tu vois, et même pour moi, ça me tourne vers des personnalités que j'aurais pas forcément invitées de moi-même. Ouais, ouais. Tu vois. Et là, tu m'as donné. En termes de rêve réalisé, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle en France, là, il n'y a pas de... On est bien. Il n'y a pas Voilà. son deux, comme Exactement. on dit en Côte d'Ivoire. Exactement. Je vais te laisser shout-out tous tes réseaux en regardant la caméra ici. Ouais. Double session de réseau. Dans un premier temps, le plus important, parce qu'on n'est pas uniquement dans du personal branding, Let's go. allez follow Omax Books sur tous les réseaux, TikTok, Instagram, Facebook, etc. Et surtout, n'hésitez pas, parce qu'on a vraiment besoin de vos avis. On vient de lancer un tout nouveau site, omaxbooks.com. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, voilà, les choses à améliorer, surtout ce qui ne va pas. Me dire que c'est cool, ça n'a pas trop d'intérêt. Me dire ce qui ne va pas, ça me fera progresser, donc n'hésitez pas. Et ensuite, comme il y a des êtres humains derrière tout ça, derrière ces bouquins, derrière ce travail, n'hésitez pas à aller follow Alexis Honestas, partout, le même nom, j'ai pas de pseudo, j'ai pas de compte caché. Alexis Honestas sur tous les réseaux, notamment sur Instagram où je suis très actif, et sur LinkedIn parce qu'il faut quand même rester un peu professionnel. Of course. Voilà, merci. Ok, Alexis, merci beaucoup. Merci à Beaucoup, toi, beaucoup, merci pour beaucoup. l'invitation. Franchement, merci beaucoup. C'était votre gars Charles ODB. Les Rêveurs Podcast sur tous les réseaux. On est sur TikTok, on est sur Instagram, on est sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Apple Podcast, Spotify. Et j'en oublie, mais il y en a encore plein d'autres. Merci les gars. Abonnez-vous, likez, commentez. Laissez-nous des commentaires sur ce que vous avez pensé de ce podcast, de cet échange. Moi, j'ai kiffé. Franchement, c'est un des épisodes cette année que j'ai plus kiffé. Et ben, merci à toi. Je les ai tous kiffés. Merci mais à toi. C'est un des ceux que j'ai plus kiffé. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Alexis, Merci. Rêvons plus fort. rêvez grand. Peace. Hey, and I
I need it right now, like ASAP, ASAP, yeah.